c'est de plus en plus n'importe quoi. Mais je vous le dis, moi, bonjour. 2 fois par mois, je suis pas dans mon studio, je suis au studio de MVP. J'ai tellement envie de vous le montrer, il est beau, il est devant moi, mais je peux pas, la caméra est réglée, on va pas toucher. Et donc je suis pas dans mon setup. J'ai un clavier de gamer. J'ai un clavier. Regardez-moi ce clavier. Ils m'ont mis un clavier de gamer avec les ZQSD en rouge. À tout moment ça part. Hein. Je suis un nerveux moi. Voilà. Donc c'est pas mon setup habituel. Et donc on peaufine un peu moins et il n'y a pas de musique d'attente. Du coup je vous en ai fait une à l'instant. Merci Poupio. J'étais avec lui ce matin. Normalement, bougez pas. Je vais pas vous montrer mon code en plus. Ah, vous croyez que je vais vous montrer mon code? Voilà. Normalement, on commence à 8h30. Enfin, avant c'était 9h. 2 fois par mois, la revue de presse elle est plus courte. Puisqu'à 10h, il y a MVP. À 10h, il y a MVP. Normalement, on commence à 9h. Mais comme les équipes ici sont super sympas, je leur ai dit, ah, ce serait cool de commencer à 8h30, comme ça nous ferait 1h30 de revue de presse. Sachant qu'on est un peu bavard, ce serait mieux. Et là, ils étaient tellement prêts ce matin, on a lancé genre à 8h15. Oh, je me rends compte de mon fond d'écran là d'attente, il est dans la DA de l'émission. Oh là 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 là, putain. Un waiting screen de trompette, une DA adaptée. Oh là 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 là. À propos de logo, vous savez que MVP a récemment fait changer sa DA en prévision notamment du festival MVP, point d'exclamation festival. Regardez les nouveaux mugs. Et des deux côtés, s'il vous plaît. Alors je sais pas pourquoi il y a une base qui est plus fine. Ça a une aile de jour. Je ne connaissais pas cette forme de mug. À quoi ça, je sais pas à quoi ça pourrait faire penser. Voilà, c'est joli. Sur 10, il y a des goodies au festival? Je sais pas, Sugar. Sur 10, magnifique. Pour les empiler? Je vais voir. Pas con. Par contre, la bannière sur Twitter n'a pas le nouveau logo. Oh là là, même jeu. C'est pas grave ça. Ah, pour les empiler comme ça. Ah, pas bête. Ah, j'avais pas pensé. Ah, pas bête. Merci, Nani Zeno. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Quoi? C'est la tasse qui vous fait rire comme ça? Avec là, c'est vrai. J'aurais pas fait le geste empilé comme ça de bon matin? Pourquoi? Hein? J'avais pas le son, juste le geste, c'est fou d'arriver là-dessus. Quoi? Parfois je comprends pas trop ce que vous racontez, hein. Parfois je comprends pas trop. Euh, Juste pour les initiés. Pour les initiés. Le stream d'hier matin s'est terminé de façon particulière. Sachez que je vais en parler. Pas ce matin, on est trop court. Mais il y a un monde où, en introduction du prochain stream un peu chill, donc on a un peu le temps, ou même je fais un live que sur ça, parce que j'ai une histoire à raconter. Parce que j'ai une histoire à raconter, qu'une des plus belles histoires depuis le début de cette chaîne il y a 5 ans. Le chat en dit rien. Ceux qui savent, vous dites rien, mais je vais vous raconter cette histoire. Il y a un background. Voilà. Ceux qui savent, vous ne dites rien. Je vais en faire un live. Peut-être même un live spécial. Oh ouais, je crois que je vais en faire un live dédié. Je vais peut-être en faire un live dédié. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Attention, me dit Addict, la dernière fois qu'il a tease un truc, il a fait un gamin quand même. Ouais, ben, on n'est pas très loin. Enfin, peu importe. Ouais. Bon, comment ça va, vous? Du coup, on va démarrer sur le chapeau de roue, à 8h30, bim, hein. Let's go. On aura 1h30 de revue de presse. J'étais pas là, je regarde ça direct après MVP. Ben, tu peux pas parce que du coup, j'ai supprimé le replay, mais peu importe. Tu l'as sur YouTube, mais monté. Bien monté, même. Voilà. Et par contre, tu n'as pas replay sur Twitch. Donc, il faudra juste que je te raconte. Les images n'existent pas. Mais je n'en dis pas plus. J'ai posé la question et Mathieu nous a dit chut, 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 chut. Les chapeaux de roue. Non, pas roue, les cheveux de roue. La roue. Non. Si.
Ah voilà, je me disais qu'il n'y avait pas de replay hier, c'est quoi ça encore? Je peux pas dire à Thierry, je peux pas dire, mais je vous raconterai, promis. Je vous fais limite un live spécial fin de journée aujourd'hui là-dessus. Voilà, un petit live très court. Petit fût Noctali? Ouais, désolé. Voilà, il y a un moment où je fais un mini live ce soir vite fait là-dessus parce que demain j'ai une grosse journée matinée Étienne, je sais pas si vous connaissez, c'est la revue de presse du matin. Et puis j'ai des tournages l'après-midi. Voilà. Voilà. Bon, et vous, racontez-moi vous un petit peu vous. En forme? Comment ça va la vie? Oui, effectivement, sur mon OnlyFans, il y a un monde où la vidéo est postée. Comment ça va le petit Pio? Oh, j'adore voir ce prénom. Écoute, c'est un bonheur. Ce matin, c'est mercredi et les enfants n'allaient pas à l'école. Le petit dernier, non, c'est plus le petit dernier, Solal, celui du milieu. C'est levé tôt. Les enfants sont merveilleux parce que en semaine, quand il y a école, c'est impossible de les mettre debout. Et puis alors, quand il n'y a pas école, ça se lève à l'aube. Alors ça, c'est un truc intemporel, ça. Hein? Alors, pas Malo. Malo, c'est un lève tôt. Mais Solal, pour le sortir du lit quand il y a école, c'est compliqué, quoi. Mais pas les week-ends ou pas les mercredis. Ça se lève à l'aube, comme un seul homme. C'est incroyable ça. Voilà. Et donc ce matin, il s'est levé tôt. Il est allé rejoindre sa maman et Pio. Cela est trop gentil avec son petit frère. Comment les grands réagissent à Pio? Mais c'est des anges, c'est des cœurs. C'est des cœurs. À la base, ils sont gentils, mais ils sont vraiment gentils avec leur petit frère, quoi. Et je pense que le petit frère le ressent. C'est-à-dire que le petit frère, il est vraiment très apaisé, il est chill, il a l'impression que c'est un petit Bouddha. Pas un petit Bouddha, hein, il est magnifique. Je suis son père quand même. Mais c'est un petit Bouddha. Il est très apaisé. Et je pense que le comportement de ses grands frères y est pour quelque chose. Un côté un peu chill. Il sent qu'il y a beaucoup d'amour dans cette histoire. Mm. Voilà, donc tout va bien. C'est le kiff. Quel bonheur tu dois vivre. Ah bah je ne touche pas terre, Nel de jour. Là, tel que vous me voyez, attends, si on la voit, ça marche pas. Tel que vous me voyez, je n'ai même pas de chaise. Je l'évite. Mm, mm. Alors oui, si je fais ça, on a l'impression que j'ai une chaise, mais pas du tout. C'est une planche en bois juste dans mon dos. Mais je l'évite. Je ne suis pas assis là. De toute façon, assis debout, je fais à peu près la même taille. C'est-à-dire à peu près celle de Pio, hein, qui est né à 50 cm, c'est-à-dire qui est pas très loin de ma propre taille. J'évite qui? Non, je l'évite. Ah oui. Non, j'évite personne. Enfin si, j'évite les députés menteurs, mais sinon je n'évite personne, moi. Moi je ne suis qu'amour. Bonjour, bonjour, me dit Astréran, il est dit en psycho qu'un bébé qui grandit et grossit vite, alors ça je peux te le confirmer, je peux dire qu'il mange comme quatre, est dû à un environnement apaisé et doux et où il se sent en sécurité. Donc Sam, ta famille et toi pouvez être très fiers. Ben, alors il doit se sentir vraiment très en sécurité, hein. Il doit se sentir très 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 en sécurité. Parce que tu sais, je vous ai raconté hier qu'il avait pris 400 grammes en 6 jours, ce qui est surréaliste. Non, non, Hélène m'a dit non, 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 il a pris 400 grammes en 4 jours. Mais ça se voit, il est bien, il est bien. Parfois, les petits bébés, au début, les premiers jours, ils perdent même légèrement du poids. Tu vois, c'est un petit peu environnement un peu stressant, quoi. Ah ouais, ah, lui, il prend 100 grammes par jour, lui. Paf, 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 paf. Euh, c'est le kiff. Voilà, c'est ma vie. Hélène est en pleine forme. Hélène vit sa meilleure vie, moi, comme moi. Voilà, moi il m'a fallu 7 jours, me dit Mahatma, pour que ma fille prenne 100 grammes. Eh ben lui, il prend 100 grammes par jour. En gros, il bouffe bien, il pionce la belle vie, exactement. Ouais. Merci beaucoup Hugo Fast. Tu devrais peut-être tester... Sugar dit, tu devrais peut-être tester son biberon. Alors Sugar, est-ce que tu te rends compte à quel point du coup ta phrase est bizarre ou tu l'as fait exprès? Parce que comme Hélène Alette... Alors, je comprends la blague. Comme je suis petit et un peu chétif, Sam, tu devrais essayer le biberon de Pio, comme ça peut-être que toi aussi tu pourrais prendre un peu de masse, quoi. Mais comme Hélène Alette, si tu veux, je sais pas si tu t'en rendais compte en écrivant cette vanne, ta phrase est super bizarre. Ta phrase est quand même super bizarre. Tu l'as fait exprès? Est-ce qu'il l'a fait exprès? Il l'a fait exprès ou pas? Il sait plus quoi dire.
Non, alors je pensais au biberon, l'objet quoi. Oui, mais sauf qu'en fait, Hélène, elle allait, donc ça, du coup, ta blague est bizarre. Du coup, ta blague est bizarre. Oh, pardon. Je cherche des images de ma tête. Euh, je vais raconter ça à Hélène cet après-midi. Mais tu connais Sugar? Attends, il a fait une blague ce matin. Non, alors je pensais au biberon, l'objet quoi. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr, bien sûr. Bonjour, j'arrive là-dessus, autant dire que c'est particulier comme accueil. Cette chaîne est particulière, les Axel, tu le sais. Comment se passent vos nuits? C'est un... Ah oui, non, mais non seulement c'est un mangeur, mais c'est un dormeur. Il dort. Nos deux premiers ne dormaient pas. Salut Camille. Ils ne dormaient pas. Ça se réveillait 7 fois par nuit. Ça ne voulait pas dormir. Lui, il dort. Il mange, il dort. T'entends, il ouvre les yeux. Je vous fais pio. Hein. Il ouvre les yeux comme ça. Il regarde. Ok, c'est qui ces gens-là? Ok, je m'endors. Waouh! Waouh! La vie d'Aloca. Ah ouais, il est trop. Il dort la nuit, il dort le jour, il dort dans les bras, il dort dans sa petite chaise, il dort. Un prince. Il est parfait en fait, aucun défaut? Non. Et puis en plus, il est beau. Il est magnifique. Il est trop beau. Voilà, c'est. Je l'évite. Enfin, je n'évite pas mon bébé, je l'évite. Je plane, je vole. 100 grammes par jour, c'est comme si on prenait 20 kilos par jour. Ah ben, moi, ça m'arrive 4 tacs. Le week-end, quand je suis au. Comment vous dites les trucs, les jeunes, là pas le kebab, là, je sais jamais, là, un truc. Tu sais, avec des frites dedans, là. Comment vous appelez ça, vous? Merci, le cœur est tien. Le tacos! Ah, le week-end, je prends facilement 20 kilos le week-end. Ça commence à se voir d'ailleurs. Là, j'ai des questions pour un champion qui reprend avec mes jolis t-shirts. Il y a un monde où je peux pas les mettre. Je sais pas comment je vais faire. Hmm. Le cœur est tien. Merci pour le 29e mois. Merci Megan pour le 2e mois. Merci Charib 11. Ouais. Bon, les amis, 8h30, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on y va? Allez, ça veut dire 1h30 de revue de presse avant le prochain MVP. Hmm. Écoute, il y a Astréran qui me dit les bébés gros dormeurs ont souvent été plus tard dans l'histoire des génies et des génies de grands inventeurs. Ça se trouve, c'est le prochain Einstein. Petite capture d'écran de boomer. Je prends le chat en photo. Je raconte ça à Hélène ce soir. Question pour un champion torse nu édition spéciale. Je vais éviter la nudité. Sur France 3, vu que on l'a déjà fait ailleurs et que je vous raconte ça bientôt en live. Oh, le teasing. Merci Fabricadon. Il y a un monde où je fais un petit stream en fin d'après-midi pour raconter cette histoire. Il y a moyen de se rouler par terre. Merci Fabricadon. Et tu vas toucher l'argent public ou qu'est-ce que pour un champion? Bah, je sais pas, c'est Fremantle qui produit. Après, ils vendent ça à qui ils veulent. Hein, moi, je suis pas responsable. Il faut vraiment arrêter les mouvements avec les mains, Samuel. Mais moi, je parle avec les mains, moi. À votre avis, pourquoi mon dernier enfant s'appelle Pio, qui est un prénom d'origine italienne? Parce que voilà, j'ai toujours parlé avec les mains, moi. Breton, ouais, breton, soi-disant ascendance bretonne. Mais en fait, je suis qu'il y a du sang italien là-dedans. Sinon, pourquoi j'aime autant la calzone? Pourquoi j'aime autant tout ça là? Hey, Samuel Etienne. Eh oui, parlo italiano. Je sais pas dire un mot italien. Vespa, pizza, tutti quanti, Chianti, Avanti, Italia, Forza, Roma, l'AS Roma, et... Mamma mia, voilà. Oh putain. À quand Charles Allonc sur question pour un champion? Ah bah non, question pour un champion, faut réviser. Non, les candidats de questions pour un champion, ils bossent. Ils révisent beaucoup. Hein. Il y en a dans le chat, les gens qui ont passé questions pour un champion, ça révise, ça taffe, ça se prépare. Quoi. Ah non, ça peut être possible. Bah non, faut travailler, monsieur.
Ah, moi je comprends pas, j'ai fait 0 points, 9 points gagnants. Bah oui, mais vous avez pas trop révisé quoi. Ah non, ça va pas être possible ça. Ça passe pas les sélections ça. Hein. Ça passe pas les sélections ça. C'est recalé, c'est recalé avant d'arriver aux 9 points gagnants. Allez hop. Emballez, c'est pesé. Il y en a un peu plus, je vous le laisse. Oui, faut pas confondre avec Interville, ouais, c'est pas top à la vachette, hein, comme dit Moulbit. Ah. Bon allez, trêve de billevesée, on y va. Est-ce que vous êtes prêts pour la revue de presse? Parce que là on a 1h30. Pop. On y va. Allez, donnez-moi un go. Allez, je veux un go. Allez, donnez-moi un go. Hop. Tac, 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 tac. Allez, tac, tac. Ready? Ok, let's go. 3, 4. On va dire bonjour à nos amis qui nous écoutent en podcast. 3, 4. Bonjour à tous. Bienvenue dans la matinée Étienne du mercredi 11 mars 2026. Ça fait 5 ans 5 ans qu'on est là tous les matins, voilà, à vous raconter l'actualité, à se raconter l'actualité, parce que c'est on échange, hein, voilà, sur Twitch, en direct. Merci à ceux qui nous écoutent également en replay sur YouTube, hein, et en podcast audio, puisque vous êtes des centaines, des milliers, que dis-je, des dizaines, des milliers. Non, attendez, je regarde les dernières stats. Non, vous êtes des milliards à nous écouter aussi en podcast audio. Alors merci d'être là. Et on va commencer comme d'habitude par un petit sommaire. Alors attention, on va aller vite aujourd'hui. La revue de presse va durer 1h30 max parce que je suis dans les studios de MVP, mon émission Ma Vie Pro qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne, qui démarre à 10h, c'est 2 mercredis par mois. Et donc la revue de presse d'aujourd'hui ne va pas durer 3 heures comme d'habitude, mais va durer plutôt 1h30. Merci Freaks pour ton message et ton soutien à la chaîne. Merci. N'hésite pas à sub. Pour l'exclamation debunk, n'hésite pas à travailler. Voilà, comme les gens qui arrivent à question pour un champion, comme ça, tu seras moins désinformé par les gens qui désinforment. Ok, on commence par un petit sommaire. Je vous dis en quelques minutes ce qu'il y a dans l'actualité. Je vous ai choisi un petit peu mon article parce qu'on a 1h30, mais on va prendre le temps d'en parler comme d'habitude. Évidemment qu'on va faire un point sur la guerre en Iran. Après, dans le sommaire, donc je vous mets le sommaire. Voilà. Je vous ai mis 2 papiers sur le sujet, avec un sommaire qui marche. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça fonctionne, c'est ouf. Un papier. Alors j'ai lu tous les papiers qu'il y avait ce matin sur l'Iran, j'ai essayé de vous trouver les plus intéressants, ceux qui étaient les plus clairs. Et il y a plusieurs articles qui s'interrogent sur la durée de cette guerre, bien sûr, hein, c'est une question essentielle. Je trouvais que celui des Échos était plutôt intéressant, plutôt clair ce matin, résumait bien la situation. Les Échos qui nous disent que Trump n'est pas au bout de sa guerre en Iran, alors que Trump a pourtant déclaré pour rassurer les marchés et les places boursières que on n'était pas très loin de la fin. Les Échos nous disent un peu le contraire. Ce qui est intéressant, c'est que les Échos, c'est un journal économique, justement. Il ne vous a pas échappé que la quasi-totalité de notre marine nationale était à l'eau, opérationnelle. Ainsi, on a décidé le chef des armées Emmanuel Macron dans le cadre de cette crise. Et il y a un papier dans Le Monde qui raconte ça. Emmanuel Macron met en scène les moyens de défense français, article très complet. À bord du porte-avions Charles de Gaulle positionné dans les eaux grecques, le chef de l'État a rappelé lundi l'exigence de protection des ressortissants français des alliés de la France. Le papier est assez intéressant. Il se trouve que le MVP d'aujourd'hui, à 10h tout à l'heure, dans 1h30, il est un MVP, c'est un MVP spécial métier de l'armée de l'air. Et de l'espace, puisque depuis quelques années, c'est l'armée de l'air et de l'espace. Voilà. Donc on va se pencher sur tous les différents métiers que propose l'armée de l'air et de l'espace. Il se trouve que c'est un peu d'actualité. Voilà. Ensuite, alors ça c'est un article incroyable. Alors, un article incroyable dans le Wall Street Journal. Il faut savoir que le journal L'Opinion, le journal français L'Opinion, publie tous les jours des articles traduits du Wall Street Journal. Et là on a un petit papier sur les théories du complot. Regardez en bas à gauche là. Les théories du complot autour d'Epstein. Affaire juteuse pour les influenceurs. C'est un article du New York Times qui raconte comment des influenceurs américains se sont emparés un petit peu de toutes les thèses complotistes autour de l'affaire Epstein. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des bébés qui ont été mangés? Tout ça. Voilà. Et ça fait des vues. Et ça fait des stats. Les mecs, ils explosent, ils cartonnent. En fait, ils surfent sur les appétits un peu complotistes d'une partie de la population pour faire de la thune. L'article est fascinant. Je vous lirai ça tout à l'heure. Voilà, c'est dans le Wall Street Journal. Dans l'actualité en France, vous avez ce vaste coup de filet contre la DZ Mafia.
Les gendarmes de la section de recherche de Marseille ont réalisé mardi 42 arrestations dans plusieurs départements, notamment les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse et le Gard. C'est sûrement une info dont vous avez entendu parler. Il y a plusieurs pages dans le Parisien, mais je trouvais que l'article de Libération résumait bien en une page cette histoire. Obligé de vous en parler ce matin parce que c'est une grosse actu en France et la lutte contre le trafic de drogue en France et toutes les violences qui entourent ce trafic. C'est un sujet essentiel dont il faut parler et parler et parler et parler. On a un vrai sujet là-dessus. Et puis on finira avec une autre actu dont les journaux parlent beaucoup ce matin. Il y a un article dans le Figaro, il y a un article dans les Échos notamment. Alors j'ai eu du mal à choisir l'article, tous les articles étaient bons là-dessus. Sur ce sujet, c'était, et j'ai choisi l'opinion finalement, sur un Français, qui est un chercheur spécialisé en IA, qui est très connu dans cette univers, qui s'appelle, alors je ne sais pas si on dit Yann Le Cun ou Yann Le Cun. C'est un breton, alors je dirais Yann Le Cun. Est-ce que quelqu'un le connaît? Un ancien de Meta, exactement. MG, il est incroyable, c'est tout. Voilà. Le Quin, hein? On dirait Yann Le Quin, je dirais, c'est ça, hein, Le Quin, vous êtes formidable. Voilà. Et alors, l'opinion nous dit réveillez-vous, Yann Le Quin change la donne française, ancien boss de l'IA chez Meta, exactement. Le boss IA Meta pendant 15 ans, tout à fait. Voilà. Le chercheur qui enflamme la France avec Ami Labs, c'est la boîte qu'il vient de créer. Et tenez-vous bien, la boîte qu'il vient de créer là, qui est une boîte française, c'est Quelle Tendance l'Opinion, c'est un journal libéral très proche des entreprises, tu vois, voilà, qu'il assume complètement d'ailleurs, vient de faire un premier tour de table. Donc le mec crée sa boîte, d'accord, il vient de créer sa boîte, il a déposé les statuts, il fait une première levée de fonds. Vous savez combien il a collecté? Plus d'1 milliard de dollars, 890 millions d'euros. Voilà. Et exactement, avec une valorisation estimée à 3,5 milliards. Le mec vient de déposer les statuts de sa boîte. Il a limite embauché personne encore. Ouais. Combien? Ah bah j'ai pas ma table de mixage ce matin. Voilà. Incroyable. Voilà. C'est la France. Mesdames et messieurs. Et puis lui, il a une vision un peu différente de l'IA. Il a un modèle auquel il croit beaucoup. Enfin, c'est assez intéressant, quoi. Voilà. C'est fou, hein? Incroyable. Voilà, son nom est très bankable dans le milieu, me dit Moulacoufre, exactement. Voilà. Alors, et comment, mon petit sommaire? Pas mal, hein? Ancien élève de mon école, il est brillant. Marianne, t'as fait quoi comme école? C'est une école de fou. Il fait partie des personnes qui a développé le deep learning. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'il a quitté Meta parce qu'il n'était pas d'accord. Ouais. Et puis il y a aussi plein de gens qui lui disaient dans le milieu, mais pourquoi tu crées pas ta boîte, quoi? Alors, effectivement, il y avait des désaccords chez Meta. Mais il y avait aussi le fait qu'il y a plein de gens qui disaient depuis des années, mais pourquoi ce mec ne crée pas sa boîte, quoi? L'essier, école d'ingénieur, très impressionnant, Marianne. Marianne, toi aussi, tu vas créer une boîte qui vaut 3,5 milliards ou pas? Parce que ça m'intéresse. Marianne a fait la même école que notre ami là. Marianne, si tu crées une boîte qui fait des tours de table à 1 milliard de dollars et qui a une valorisation de 3,5 milliards alors que la boîte n'a pas commencé, ça m'intéresse. Hein, je veux bien qu'on s'associe. Je veux bien prendre des parts. Ok? Marianne, n'hésite pas, mes MP sont ouverts. Je te ferai signe. Voilà. Hein, vous savez quoi? On fera une cagnotte. On prendra tous des parts chez Marianne, dans la boîte de Marianne. Et on l'appellera Marianne, t'es d'accord? Chibrecorp. C'est une proposition de Moulacoufre. Ouais. Et là, on va se faire des coucougnettes en or, quelque chose de bien. Hein. Tu deviens vénal? Bah oui, bah écoute, je reçois 300 messages d'insultes par jour de gens désinformés par des députés d'extrême droite en mode rends l'argent, donc ça me tourne la tête. Moi, je ne pense plus qu'à ça, moi. Rends l'argent, mais combien exactement? On sait pas, mais rends l'argent. Mais combien? Il a pas le chiffre, Choupitou, il a inventé le chiffre. Ouais, mais non, mais combien vous voulez que je rende? Arrête de. Non, mais concrètement, vous voulez que je rende combien? Parce qu'en fait, Chouchou qui est parti en sucette et il a pas le chiffre, en fait, il sait pas, il a inventé un chiffre. Oui, mais rends l'argent quand même. Tu reçois toujours des menaces tous les jours. Eh, j'en ai rien à foutre.
Voilà. Bon, on commence la revue de presse. Tu peux pas porter plainte? Moi, je crois que un élu est protégé par l'immunité parlementaire. Je crois que ça sert à rien. Ouais. Mm. Ben, porte plainte. Ben, je crois que ça sert à rien. Ouais. On y va? On démarre la revue de presse? Après, il sera pas député toute sa vie. Hein. On y go? Ouais. On commence pas avec l'Iran, ok? J'ai votre go? Ah, vous êtes formidable. Ok. Et j'ai un sommaire qui marche ce matin, je sais pas ce qui se passe, alors que je suis pas sur mon setup. Écoute, c'est une dinguerie. Voilà. La vie est belle, la vie est très belle. Let's go. Alors, je vous ai mis 2 papiers sur l'Iran. Voilà, obligé de traiter cette actualité, elle est essentielle. Je ne sais pas si Mathieu de la chaîne YouTube est avec nous, mais je pense que je ferai un petit shout-out pour nos amis de YouTube sur l'affaire Epstein, influenceur et théorie du complot, parce que l'article du Wall Street Journal est complètement folle. Honteux, tu les insultes de diffamation, mais tu n'apportes aucune preuve. Si, ben les preuves sont transmises à la commission. Donc les preuves, elles existent. Voilà. En revanche, mon petit bouton magique d'amour, c'est le problème le problème est inverse. C'est-à-dire que la diffamation, elle est basée sur des informations qui n'existent pas. Voilà. Et ça, la commission va le savoir puisque elle a les docs. Est-ce que le rapporteur s'excusera? Je pense que non, parce que c'est pas la première fois que des personnalités demandent au rapporteur de s'excuser après avoir propagé des fake news. Mais à ce jour, il ne s'est jamais excusé ni a jamais corrigé un tweet. Mais on lâche pas l'affaire. Mathieu, ok, on fera un shout-out sur Epstein. Allez, on commence par l'Iran. Je trouve que cet article, pas très long, résume bien la situation. C'est dans les Échos aujourd'hui, page 6. Trump n'est pas au bout de sa guerre en Iran. Ah, c'est bizarre parce qu'il vient de déclarer que c'était bientôt terminé pour assurer les marchés financiers. Alors pourquoi les Échos nous disent ça? Lisons. Le commandant en chef des États-Unis a rassuré les marchés en assurant que la guerre était bientôt finie. Voilà. Et les Échos nous disent ben non. Mais il n'a pas encore pu soumettre le régime des ayatollahs et rouvrir le fameux détroit d'Ormuz. Non, ça n'est pas une guerre sans fin. Il ne s'agit pas de construire une démocratie. Hein. Seulement, le président déterminera quand les objectifs seront atteints pour mettre fin au conflit. C'était mardi en conférence de presse, donc hier, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a repris, amplifié les éléments de langage exposés la veille par Trump à propos des frappes israélo-américaines. Voilà. Donc, que dit-il, le secrétaire américain à la Défense? Qu'il ne s'agit pas d'une guerre sans fin. Okay, il dit aussi qu'il ne s'agit pas de construire une démocratie en Iran. Pour ceux qui auraient douté, début de guerre israélo-américain, voilà, vous êtes rassurés, à aucun moment, nous dit en tout cas le secrétaire américain à la Défense, il n'a été question d'instaurer une démocratie en Iran. Voilà. Le président des États-Unis l'a assuré, la guerre est bientôt finie. Cette vague promesse à atteindre l'objectif immédiat, c'est-à-dire la baisse du prix de baril de pétrole de brut, hein, qui s'était envolé à partir de dimanche soir et qui avait dépassé les $119 et qui est retombé. Alors à l'heure où on parle, ça a sûrement évolué, mais à l'heure où la journaliste a écrit ces lignes, retombé en dessous de $86. Donc le spectre à court terme d'une crise massive, une crise économique qui partirait de l'explosion du prix du baril, pour l'instant, est relativement écarté. Après la déclaration de Trump, justement. D'où l'importance de savoir si ce que vient de dire Trump va se réaliser ou pas, quoi. Ah non, Nico Mathieu, il est parmi les chroniqueurs de l'Oued. Nico Mathieu, c'est bien un des membres de MVP ce soir, mais en chroniqueur. Et l'invité, c'est Charlie Head, le mentaliste. Voilà, le MVP qui arrive, ça va être génial. Le président Trump n'est pas encore satisfait du résultat malgré tout. Je pourrais tout arrêter ou bien nous pourrions continuer et nous allons continuer. Attends, qu'est-ce qu'il dit Trump? Je pourrais tout arrêter ou bien nous pourrions continuer et nous allons continuer. Attends, le président américain il dit que ça va bientôt s'arrêter. Donc c'est qu'il va arrêter. Il dit je pourrais tout arrêter d'ailleurs. Ou alors nous pourrions continuer, donc ça va durer alors. Et il dit qu'on va continuer. Attends, je comprends pas. C'est bientôt fini ou est-ce qu'on va continuer? Le problème depuis le début de ce conflit, c'est que le président Trump multiplie les propos contradictoires. Aucun sens cette phrase, Sicarius, c'est normal.
Donc c'est ce qu'il a déclaré lundi, précisant que la fin des hostilités ne serait probablement pas pour cette semaine. La guerre se poursuivra jusqu'à ce que l'ennemi soit complètement et décisivement défait. S'est-il contenté d'expliquer. L'opération militaire conjointe avec Israël est pourtant un succès extraordinaire, c'est ce qu'il dit, en évoquant la destruction des sites de production et le lancement des missiles, ainsi que la réduction de plus de 80% de la quantité de drones lancés par les Iraniens. L'essentiel du danger a été supprimé pendant les 2 premiers jours, dit-il. À ce jour, selon lui, les Iraniens n'ont pas de marine, pas de force aérienne, pas d'équipement d'interception aérienne, pas de radar, pas de télécommunications, pas de gouvernement, tout a été éliminé. Mais, écrivent les Échos ce mercredi matin, en dépit d'un impressionnant déploiement de forces américaines et de succès militaires sur le terrain, ce qui est vrai, la guerre n'est pas si facile à achever. Car le régime islamique est beaucoup moins pliant que l'entourage du dictateur vénézuélien déchu Nicolas Maduro. Il se dit que Trump a rêvé de faire la même chose. T'as raison Charles-Henri, tout sauf les drones, exactement. Les drones qui continuent de frapper les pays du Golfe. Il se dit que Trump a rêvé d'un scénario à la vénézuélienne. On décapite le régime, Nicolas Maduro, hop, on le kidnappe, on l'amène en prison aux États-Unis, on va le juger aux États-Unis, et derrière, on installe à la tête du pays, c'était l'ancienne vice-présidente, qui est devenue présidente, quelqu'un de plus, comment dire, de moins opposé aux États-Unis et à ses intérêts, notamment sur la question du pétrole. Voilà. Il se dit que Trump a rêvé de ça pour l'Iran, mais sauf que en fait, c'est pas du tout ce qui se passe actuellement en Iran. Vous le savez, l'actuel guide islamique qui a succédé à Khamenei, qui a été tué, c'est son propre fils. Car le régime islamique est beaucoup moins pliant que l'entourage du dictateur vénézuélien déchu Nicolas Maduro, Donald Trump n'a pas encore trouvé sa Delcy Rodriguez iranienne. Delcy Rodriguez, c'est quoi? C'est la vice-présidente dont je vous parlais du Venezuela. Un haut dirigeant du régime qui rendrait les armes, donc, et accepterait coopérer avec les États-Unis, notamment pour exploiter les champs de pétrole. Ce qui s'est passé au Venezuela. Le président américain a déclaré qu'il préférait une solution interne pour éviter la disruption, confirmation que l'objectif n'est pas de mettre fin au régime islamique à la tête de l'Iran, pour ceux qui en douteraient encore, ou d'instaurer une démocratie. Trump a dit clairement qu'il préférait une solution interne, donc que le régime reste en place. Voilà. Il n'est même pas favorable au retour du fils du Shah, l'ancienne royauté, monarchie, déposée en 1979 par la révolution islamique, Reza Pahlavi. Mais voire plusieurs dirigeants issus du régime islamique qu'il aurait aimé voir succéder à l'ayatollah Khamenei ont péri dans les bombardements. Oups! Washington avait identifié, on en a déjà parlé ici, plusieurs noms de responsables qui auraient pu succéder à Khamenei à la tête du pays, avec qui les États-Unis auraient pu s'entendre. Manque de bol, les mecs identifiés ont été tués par les frappes israélo-américaines. Comme on le dit en langage diplomatique, c'est ballot. Voilà. Et rien n'indique que les hiérarques iraniens accepteront un jour d'en référer à Trump pour élire leur guide suprême. Voilà. Le choix récent de Mojtaba Khamenei pour remplacer son père, l'ayatollah Khamenei, assassiné, est une provocation, alors même que Ali Khamenei ne voulait pas d'une lignée héréditaire. Ça, c'est intéressant. Les dirigeants de cette théocratie semblent prêts à embraser la mort plutôt que le grand Satan américain. Voilà. Au demeurant, écrivent encore les Échos, la guerre ne s'arrêtera pas forcément quand Trump décrétera que la guerre s'arrête. Même laminé, le régime islamique peut poursuivre les hostilités avec des partisans, des cellules dormantes des milices. Et dans tout ça, on ne parle plus de l'Ukraine, mais mon message va passer à la trappe. Mais Lamar, ton message ne passe pas à la trappe. Et sur cette chaîne, on parle très régulièrement de l'Ukraine. Si tu connais la chaîne, si tu es habitué à cette matinale, tu le sais. Je pense que tu ne dois pas venir souvent. Mais Lamar, n'hésite pas à revenir, puisque ici, on n'oublie pas le conflit ukrainien. On n'oublie pas non plus les Palestiniens. Voilà. Il ne faut pas qu'une actualité chasse l'autre. Tu as complètement raison. Mais je pense que tu ne connais pas la chaîne pour écrire ceci. C'est d'ailleurs pour cela que le détroit d'Ormuz est toujours fermé, ou presque, et que par conséquent la production mondiale de pétrole a baissé de 6%, ce qui est gigantesque. Téhéran menace de bombarder les tankers. Il n'est pas nécessaire d'être formidablement armé pour exercer un gros pouvoir de nuisance. Oui, mais je parle des médias en général. Oui, mais je ne suis pas les médias en général, mon Mélamar. Donc si tu as des reproches à faire à TF1, à France 2, à M6 ou je sais pas quoi, tu vas leur dire, mais pas à moi. Je ne suis pas l'avocat des médias, que je ne consomme pas par ailleurs.
Moi, les journaux que je consomme, les journaux que je mets en avant dans la revue de presse, tous les matins, ils parlent de l'Ukraine. Voilà. Et ils parlent des Palestiniens. Donc peut-être qu'il faut que tu choisisses mieux les médias que tu consommes. Hmm. Ça, c'est hyper important. Il n'est pas nécessaire d'être formidablement armé pour exercer un gros pouvoir de nuisance sur cette artère commerciale capitale où transitent 20% des flux d'hydrocarbures. Trump dit que la guerre va se terminer bientôt. Les Échos nous disent, pour bloquer le détroit d'Ormuz, il faut pas forcément beaucoup de moyens. Les militants houthis du Yémen, hein, ce sont ce qu'on appelle un proxy, soutien du régime iranien, soutenu par les Iraniens, l'ont prouvé de l'autre côté de la péninsule arabique à l'entrée de la mer Rouge. Voilà. Alors qu'est-ce que dit l'article encore? Alors ça, cette situation, elle fait enrager Trump, qui a menacé de frapper 20 fois plus fort si l'Iran entreprend quoi que ce soit qui interrompe le flux pétrolier dans le détroit d'Ormuz. Donc on sent qu'il n'est pas serein quand même. Avant la guerre, il avait réussi à faire considérablement baisser les prix à la pompe. Si les cours du brut s'embrassent, ce sera mauvais pour les élections de mi-mandat, parce que ce sera mauvais pour l'économie américaine, ce sera mauvais pour le pouvoir d'achat des Américains aussi. Élections de mi-mandat qui sont en novembre aux États-Unis, ça va être assez passionnant à suivre. Je vous lis pas tout, hein, comme d'habitude, je vous lis les passages essentiels, sinon on n'aura pas le temps de tout lire, mais n'hésitez pas, c'est page 6 dans les Échos aujourd'hui. Alors, on va parler de la France ce matin aussi dans un instant. Merci mon Mélamar, merci pour ton message. Alors que les États-Unis pressent l'Arabie Saoudite d'entrer en guerre, plusieurs pays occidentaux ont volé au secours de leurs alliés. On va en parler dans un instant. Le porte-avions Charles de Gaulle est arrivé à Chypre, hein, donc c'est nous. Les Britanniques, les Australiens sont entrés dans la danse. Les Ukrainiens aident les Américains à intercepter les missiles iraniens. Poutine a aussi proposé son aide à Trump. Hein? Mais Trump lui a répondu qu'il faudrait commencer par arrêter sa guerre en Ukraine. Moscou joue un double jeu, puisqu'il a fourni des renseignements à Téhéran. Sacré Poutine. Les Russes ont intérêt à ce que la distraction iranienne se poursuive, car ils peuvent à nouveau vendre du pétrole aux Indiens plus cher. Même Trump en a parlé. On dit, ah ouais, baisse de la production, c'est pas très bon pour les courses à l'économie mondiale, on va peut-être exceptionnellement laisser les Russes vendre à nouveau du pétrole. Déclaration de Trump, hein. On n'invente rien. Et puis quand ce sera terminé, ce sera peut-être même pas la peine de remettre les sanctions, parce que peut-être que d'ici là, il y aura eu la paix. C'est du Trump, ce sont des citations, hein, quasiment au mot près. Poutine se frotte les mains. Parce qu'évidemment, si la Russie peut plus librement vendre son pétrole, ça va permettre de financer son effort de guerre contre l'Ukraine, quoi. Et par ailleurs, les Ukrainiens, eux, risquent de manquer de munitions américaines, utilisées actuellement ailleurs, quoi. Les Chinois feraient les mêmes calculs s'ils n'étaient pas dépendants à 40% du détroit d'Ormuz pour leur approvisionnement en pétrole. Trump a signalé qu'il attendait la reconnaissance de Xi Jinping, à qui il va rendre visite le 31 mars. Oui, j'imagine bien le numéro 1 chinois dire merci à Trump. Non. Mais selon CNN, Pékin envisage de secourir Téhéran avec des financements et des pièces détachées pour missiles, parce que je rappelle que sur le papier, Pékin et Moscou sont censés être des alliés de l'Iran. Il y a des accords. Et on apprend dans l'article que Poutine a quand même proposé ses services à Trump. Oui, un truc qui n'est pas très clair. Voilà. On enchaîne. Attends, je vous lis je vais un petit peu vite là. Je vais vous lire un peu le papier sur les forces françaises mobilisées. Bonjour, c'est une première pour moi ici. Salut Edvedix. Est-ce que les articles sont trouvables gratuitement sur Internet? Certains de ces articles, tu vas les trouver en ligne sur les sites des journaux. Ici, les Échos, le Figaro, le Parisien, Libération, l'Humanité, etc. Certains des articles vont être gratuits d'accès et d'autres vont être réservés aux abonnés. Une information de qualité. Forcément, à un moment, ça doit se payer. Donc certains des articles, oui, mais pas tous. Et on te dit bienvenue, Edvedix. Idaho, Sam, tu as raison, si on choisit bien les médias, on peut effectivement rester informé sur les autres conflits. Mais Mélamar aussi a raison, dans de nombreux médias, notamment ceux suivis par le plus grand nombre, ce conflit occulte les autres. Parce que le plus grand nombre ne s'informe pas auprès des bons médias. À un moment, il y a une responsabilité citoyenne aussi.
Hein, personne ne vous oblige à consommer certains médias plutôt que d'autres. Voilà, vous avez une vraie liberté par rapport à ça. Écoutez, à un moment, moi, je suis pas derrière chaque citoyen pour leur dire, écoutez, c'est pas fou ce que vous regardez là. Hein. J'essaie de faire mon petit niveau, mais je suis pas responsable de ça, et c'est pas moi qui vais changer ça. Les gens sont libres, hein, de s'informer, de pas s'informer, de choisir leur source d'information, quoi. Je peux rien y faire, moi. Allez, deuxième sujet. Salut Gabor Link. La France, dans ce conflit, qui met en scène les moyens de sa défense. Emmanuel Macron met en scène les moyens de défense français. C'est un article dans Le Monde cette fois. À bord du porte-avions Charles de Gaulle, positionné dans les eaux grecques, le chef de l'État a rappelé lundi l'exigence de protection de ressortissants français des alliés de la France. Bon, c'est qu'une page, mais ça écrit petit Le Monde, hein, donc il y a beaucoup d'infos. Je vais pas tout vous lire. Voilà. Je vais vous en lire une partie. Alors c'est intéressant parce qu'on a décidé que le MVP qui suivait là, à 10h, c'était un MVP spécial métier de l'armée de l'air et de l'espace, puisque depuis quelques années c'est l'armée de l'air et de l'espace. Depuis je sais plus, pas longtemps. Voilà. Et donc, on est pile poil dans l'actualité. On aura des militaires qui vont nous rejoindre d'ailleurs pour parler de tous les métiers de l'armée de l'air, parce que l'armée de l'air, c'est pas que des métiers combattants. Hein. Ils ont besoin de RH, ils ont besoin de cuisiniers, ils ont besoin de plein de métiers, quoi. Donc on parlera de ça tout à l'heure. Lisons d'abord cet article du Monde. Cette guerre n'est pas la sienne, mais ce lundi, devant les quelques 2500 militaires opérant sur le porte-avions Charles de Gaulle, Emmanuel Macron veut prouver que la France saura livrer bataille s'il le faut pour protéger ses ressortissants et ses alliés. Nous nous mettons en situation, prévient le président de la République, déposé par hélicoptère militaire sur le navire amiral de la marine française positionné pour l'instant dans les eaux grecques. Il fout quoi en mer, Charles de Gaulle? Tu voulais qu'il aille où? Tu voulais qu'il prenne la nationale 12? Tu veux qu'il s'envole? La question, Florent, c'est qu'est-ce que fait le Charles de Gaulle en mer? Ou qu'est-ce que fait le président de la République, chef des armées, sur le navire amiral de la flotte française? Dans les deux cas, je crois que tu as ta réponse. Que le chef des armées aille sur un bateau militaire. Je rappelle que dans la Constitution française, le chef des armées, c'est le président de la République. Je ne vois pas trop le truc bizarre, mon Florent. Mais bon. Tu préfères qu'il aille se faire un kebab ou qu'il aille jouer au golf? Attends. Tu préfères qu'il aille jouer au golf? Tu préfères qu'il aille faire un petit golf à Mar-a-Lago? Hein? Un petit 18 trous, là? À la cool? Non, il fait son taf, quoi. C'est dans son rôle, pour le coup. Alors, je vous lis pas tout, hein. Laissant dans son dos de la Méditerranée au soleil couchant, je vais pas vous faire un poème, hein. Voilà. Alors, donc, je vous passe les éléments de langage, le discours. Ça, c'est un peu de la politique. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est notamment les moyens militaires engagés par la France. Le porte-avions avec ses 20 Rafales embarqués, ses 3 Hawkeyes appareils de guet aérien, ses hélicoptères et la pièce maîtresse d'un arsenal dissuasif inédit, progressivement déployé depuis le lancement le 28 février de l'opération américano-israélienne. Voilà. Cette offensive aux objets mal définis par le président américain, ça on le sait, a entraîné une riposte tous azimuts de l'Iran et de l'un de ses alliés régionaux, le Hezbollah, libanais, tout ça vous le savez. Voilà. La France, c'est ça qui nous intéresse. Et la France dans tout ça, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Quelle est sa position? Elle observe la ténacité du régime iranien que le président américain a un temps prétendu vouloir renverser. C'est vrai qu'à un moment, on a certaines déclarations du président Trump ont laissé entendre assez clairement qu'il voulait déposer le régime. Il l'a dit. Et on vient de lire des citations plus récentes où il dit non, c'est pas du tout l'objectif. Trump. À Paris plane l'inquiétude que l'opération américano-israélienne n'aboutisse qu'à un affaiblissement du pouvoir théocratique, décuplant, cette phrase, c'est quelques mots mais elle est hyper inquiétante, décuplant in fine sa soif de revanche à l'égard de l'Occident. Je relis cette phrase. À Paris plane l'inquiétude que l'opération américano-israélienne n'aboutisse qu'à un affaiblissement du pouvoir théocratique, donc iranien, décuplant in fine sa soif de revanche à l'égard de l'Occident. Frappe, attentat. Voilà. Il y a des risques d'escalade géographique, redoute Macron,
qui s'est aussi entretenu lundi avec le président iranien Massoud Pezeshkian lors d'une conversation décrite comme rugueuse. La France, qui n'avait pas été avertie des premières frappes, ignore les objectifs, les desseins américano-israéliens. Est-ce qu'il s'agit de détruire massivement l'arsenal balistique iranien? C'est l'un des objectifs assumés d'Israël. De frapper de nouveau les infrastructures nucléaires qui pourtant, selon Trump, avaient été anéanties lors de la guerre des 12 jours de juin 2025. C'est un des objectifs qui est assez clair aussi. Ou d'aller plus loin. Le plus loin, c'est quoi? Ça, on ne sait pas trop. Tout est incertain. Lundi, le président américain assurait que la guerre était quasiment finie, sans que personne ne sache exactement pourquoi le conflit prendrait fin. Emmanuel Macron en est donc à faire des conjectures. Imaginons que la phase intense durera de cette guerre plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, on ne sait pas. Puisqu'on ne connaît pas les objectifs de guerre, comment voulez-vous qu'on puisse imaginer le moment de la fin de la guerre? Dans ce grand désordre, la France opère avec calme et méthode, dit le chef de l'État. Pour cela, Paris fait la démonstration de sa force militaire, même si nous ne participons pas à ce conflit en cours, martèle le chef de l'Élysée, et là aussi les mots sont importants. La France ne participe pas à ce conflit. La priorité est, si c'est pas ça, c'est quoi? La priorité est d'abord de riposter aux attaques. Le président a fait escale à Chypre, il a témoigné de la solidarité de la France vis-à-vis de ce pays, alors que, vous vous en souvenez, le 2 mars, des drones ont ciblé une base militaire britannique basée justement à Chypre. Lié par un partenariat stratégique avec Chypre, Paris fut parmi les premiers acteurs à concrétiser son aide en déployant une section de défense anti-aérienne Mistral et en positionnant nos bâtiments, la frégate Languedoc, aux abords du pays. Il en va de quoi? De la crédibilité de la France de respecter ses engagements, a répété Emmanuel Macron. Voilà, donc là, après, il y a des détails sur les capacités militaires de chaque navire, je vous les passe, mais c'est assez intéressant. C'est page 3 dans Le Monde, notamment sur la frégate Languedoc, par exemple. Voilà. L'arsenal français s'étire sur d'autres zones touchées par l'Iran, donc pas seulement pour protéger Chypre. Et sa stratégie de défense en mosaïque qui consiste à frapper presque à l'aveugle les pays alentours. Une seconde frégate, voilà. La Provence, a été positionnée dans le golfe d'Oman, cette fois. Stationnée au large, en dehors des eaux territoriales des États de la région, elle est en mesure d'intervenir à tout moment et assure notamment une mission de renseignement. Du côté de la mer Rouge maintenant, et du détroit de Bab al-Mandab, entre Djibouti et le Yémen, la France a un navire, le Forbin, qui est l'une de ses 2 frégates de défense aérienne avec le Chevalier Paul. Dans le même secteur, Paris a mis en stand-by l'un de ses 3 porte-hélicoptères amphibies, le Dixmude, qui peut embarquer jusqu'à 16 appareils et transporter et débarquer de 450 à 900 soldats, ainsi qu'une soixantaine de véhicules militaires. Au total, la présence française qui se déploiera de la Méditerranée orientale à la mer Rouge et au large du détroit d'Ormuz mobilisera 8 frégates, 2 porte-hélicoptères et notre porte-avions, a résumé Emmanuel Macron. Pourquoi? Il y a mon ami Crado qui dit tout ça pour montrer qui est la plus grosse. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. La plus grosse, on en parlera dans un stream bientôt, je vais vous faire un stream spécial, je vous parlerai de ça, mais c'est une autre histoire ça. Cette force doit dire, au dire du président français, contribuer à la désescalade du conflit. L'enjeu est d'intimider en espérant de ne pas avoir à utiliser l'arsenal déployé. Oui, quelque part c'est ça, c'est montrer qui a la plus grosse pour prévenir justement d'éventuelles attaques. Hein, c'est la dissuasion. Voilà. L'enjeu est d'intimider en espérant de ne pas avoir à utiliser l'arsenal déployé, même si on ne sait jamais où mène la guerre, par définition, philosophe-t-on à Paris. Voilà. Ces moyens militaires inédits sont aussi censés assurer la sécurité des quelques 400 000 ressortissants français de la région, accompagner les opérations de rapatriement de ceux qui le souhaiteraient et consolider toute opération d'urgence qui s'imposerait. Le Charles de Gaulle, capable d'endosser des missions multiples, sera aussi chargé de sécuriser le détroit d'Ormuz afin que le trafic y reprenne. Alors c'est intéressant ce que Le Monde écrit d'ailleurs. Cet étroit couloir maritime, donc on parle du détroit d'Ormuz. Ouais, tout à fait.
Gaborlik nous rappelle que le porte-avions Charles de Gaulle est accompagné d'une escorte, hein, d'une flotte pour défendre le bâtiment principal qui normalement intègre un sous-marin nucléaire d'ailleurs. Entre autres choses. Donc, un mot du détroit d'Ormuz, cet étroit couloir maritime bordant les côtes iraniennes n'est pas à proprement parler fermé. Ça c'est intéressant parce qu'on nous dit tous, on entend partout que le détroit d'Ormuz est fermé. Et le monde dit non, pas vraiment. Mais les tirs qui ont ciblé les tankers, les transporteurs de gaz, ont fait s'envoler les prix des assurances des traversées au point que les bateaux restent cloués à quai. Le détroit d'Ormuz n'est pas militairement fermé, mais les frappes contre des bâtiments qui empruntaient ce détroit ont fait flamber le prix des assurances de traversée, et du coup, les bateaux ne traversent plus. Cette thrombose, c'est vachement intéressant, hein, cette thrombose nourrit la flambée des prix de l'or noir qui déstabilise l'économie mondiale. C'est vachement intéressant. Hein. Voilà. Emmanuel Macron imagine que le porte-avions français, qui n'est plus qu'à 10 jours de navigation du détroit, pourrait escorter éventuellement le passage des bateaux menacés par des pirates en mettant en disposition notamment son renseignement. Je vais à la fin de l'article. Il y a Dravy Boy qui me dit qu'il y a actuellement un cargo britannique qui est en feu au niveau du détroit. Les officiels français s'interrogent enfin sur les volontés américaines de débloquer par la force le détroit d'Ormuz. Donald Trump s'était montré profondément irrité par la hausse des prix du baril. Voilà. Et de sources françaises ont dit, si Trump décide de taper au niveau du détroit d'Ormuz, en aucun cas nous n'agirons avec les États-Unis, souligne une source française. La France entend rester dans une logique purement défensive. Je trouve que cet article est très précis, très complet, nous donne beaucoup d'infos. C'est signé Claire Gatinois et Chloé Ourman dans Le Monde, voilà, de la dernière édition donc, de ce mercredi 11 mars. C'est intéressant. Hein. Scarapax me dit, putain, j'avais jamais eu un tel niveau de détail sur le blocage. C'est intéressant. Hein. Voilà. Donc, bon, au vu de l'actualité, on s'est dit qu'un petit MVP, celui qui arrive à 10h là, spécial métier de l'armée de l'air, c'était cohérent. Et donc on va vous parler tout à l'heure avec notamment des militaires que nous avons invités, et bien des différents métiers que peut proposer une armée comme l'armée de l'air. Voilà. C'est la première fois d'ailleurs qu'on fait un focus comme ça sur dans MVP qui existe depuis 1 an et demi maintenant sur les métiers militaires. Voilà. Ça tombe à pic. Ouais, c'est le sponsor, ouais. Zartmo, bien sûr. Ah oui, l'émission, il faut qu'elle ait un budget. Hein. Ah. J'ai demandé à M. Charles Lalonde si on pouvait avoir un petit peu d'argent public, mais il a dit que c'était pas possible. Putain, mais je suis con là, c'est de l'argent public du coup. Oh merde! Ah, mais du coup, c'est de l'argent public? Merde. Oh, je vais encore me faire convoquer, moi. Merde. Ah, merde. Merde! Zut. Hop! Oh, mon téléphone qui sonne. Moi, c'est Charlie. Allez. L'article qui suit, c'est une dinguerie et on va la proposer à nos amis de YouTube parce que j'adore cet article, c'est fascinant. Ne faites pas cette cascade à la maison, c'est vraiment réservé aux professionnels. 3, 4. Amis de YouTube, bonjour. Vous êtes dans la matinée Étienne sur Twitch. Voilà. Tous les matins, on passe en revue l'actualité. On vient de parler de l'Iran assez longuement, mais je voulais partager avec vous tout spécialement. Les amis de Twitch vont vous dire bonjour parce qu'ils sont sympas, les amis de Twitch. Ils vont dire bonjour YouTube, bonjour YouTube. Les amis de YouTube, n'hésitez pas à dire en commentaire bonjour Twitch, bonjour Twitch. Voilà. C'est le même contenu, c'est juste que ça emprunte des chemins différents. Et je voulais vous parler de cet article dans le Wall Street Journal. Hein. Tous les jours, le journal L'Opinion, le journal français L'Opinion publie des articles du Wall Street Journal traduits. On n'a pas besoin d'être bilingue pour les lire. Voilà. Et il y en a un que je trouve fascinant sur comment des influenceurs, des créateurs de contenu américains surfent sur les théories complotistes. Ils sont là autour de l'affaire Epstein pour faire des vues, pour faire de la thune. Voilà. Je lis. Les théories du complot autour d'Epstein, une affaire juteuse pour les influenceurs.
Donc Wall Street Journal, les crimes dont Jeffrey Epstein, on a beaucoup parlé de l'affaire Epstein ici, et on va continuer. Les crimes dont Jeffrey Epstein s'est rendu coupable sur les adolescentes dans son cercle d'ultra-riches ont été largement confirmés par les quelques 3 millions de pages de documents d'enquête publiés par le département de la justice depuis décembre. Je rappelle que c'est la presse américaine qui écrit. Et nous, on n'a pas terminé ici de traiter de l'affaire Epstein sur cette chaîne. A-t-il pour autant mangé des bébés, drogué ses victimes avec des substances inconnues avant de détruire leur corps dans des cuves d'acide? Pour un nombre croissant de détectives en ligne, il existe un marché florissant qui consiste à propager des réponses rocambolesques à ces questions et d'autres hypothèses sordides basées sur la mine d'informations contenues dans les dossiers récemment rendus publics. Sort de ce corps Mélenchon. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui est dans le chat sous le pseudo de Paul Mier et qui écrit Epstein, du coup on dit Frankenstein. Jean-Luc, merci d'être là, mais arrête, faut passer à autre chose maintenant. On en a déjà parlé. Ça suffit à donner le tournis, disait Annie Ellis dans un récent épisode sur Epstein de Serialously, son podcast consacré à des affaires criminelles réelles. Quand on en vient au bébé, au cannibalisme, aux avortements, aux trappes secrètes et à l'acide sulfurique, on peut peut-être expliquer un ou deux de ces points, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, Annie Ellis, créatrice de contenu, influenceuse américaine. Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Annie Ellis, qui a lancé son podcast pendant la pandémie de Covid et compte désormais 1,6 million d'abonnés, tout va bien, estime que son trafic, donc le trafic sur sa chaîne, a environ triplé à l'occasion de la diffusion d'un récent épisode consacré à Epstein. Tant le public était avide de réponses. Je n'avais pas l'intention de couvrir ces dossiers, précise-t-elle lors d'une interview, mais j'étais submergé de la demande de la part du public. Traduisez, je n'avais pas prévu trop d'en parler sur ma chaîne, moi, de l'affaire Epstein. Mais quand j'ai vu le nombre de vues, comme dit Kradouk, la soupe est trop bonne, quand j'ai vu le nombre de vues, je me suis dit, ah bah si, vous avez raison, c'est un sujet intéressant. C'est génial. Je n'avais pas l'intention de couvrir ces dossiers, mais j'ai été submergé de demandes de la part du public. Bravo Annie. Elle s'est donc tournée vers la docteure Leslie Dobson, psychologue légiste experte autoproclamée d'Epstein, qui compte de nombreux followers sur les réseaux sociaux et s'intéresse de près au cannibalisme. J'ai travaillé avec des cannibales, a-t-elle déclaré dans cet épisode. Leslie, donc la docteure Leslie Dobson, je connais les cannibales, dit le docteur. La publication très attendue des documents Epstein était censée lever le voile sur une saga criminelle énigmatique et apporter une sorte de conclusion définitive. Cependant, elle semble plutôt avoir engendré une multitude de nouvelles théories du complot autour de l'homme d'affaires déchu. L'une d'entre elles avance qu'Epstein et d'autres personnalités influentes mangeaient, désolé pour ceux qui sont au petit-déj, des bébés sur son île privée. Il n'existe aucune preuve, mais cette idée, l'article est assez long, vous voyez, a été relayé quand même sur diverses plateformes, allant du Joe Rogan Experience, qui est rien de moins que le podcast le plus populaire au monde, 20 millions d'abonnés rien que sur YouTube. Donc cette histoire de cannibalisme, de on mange des bébés dans le cadre de l'affaire Epstein, ça a quand même été évoqué sur le podcast le plus populaire du monde. Et Seriously, en passant par des comptes relativement modestes sur TikTok qui n'ont que quelques milliers d'abonnés. Les dossiers Epstein sont si accablants qu'ils ont redonné vie à la sombre affaire du Pizzagate, qui remonte à 2016 et selon laquelle de puissants démocrates de Washington auraient mis en place un réseau pédophile dans une pizzeria. Ces emails confirment que tout le reste est vrai aussi. A lancé Liz Crokin dans le podcast Infowars d'Alex Jones, qui l'a décrit, Liz Crokin, comme une experte de premier plan en matière de trafic d'enfants. Voilà. Donc, voilà. Et Madame Crokin dit qu'elle a vu des preuves dans ces dossiers de sacrifice d'enfants, de meurtre, de clonage. Ok. J'avais pas la carte clonage encore. Et d'expériences dignes de Mengele. Mengele, c'était pas le scientifique nazi, ça? Non, je sais plus. Je crois. Aussi différents soient-ils, tous ces podcasteurs et plateformes ont en commun une véritable fascination pour Epstein. C'est ça. Qui leur apporte du trafic,
une source de revenus grâce à la publicité, et dans certains cas, à la vente de produits dérivés. Quoi? Attends, ils vendent des produits dérivés en plus? Serial Loosely, qui couvre depuis des années des affaires criminelles réelles, vend sur son site web un sweatshirt Be Nice, Don't Kill People au prix de 35 $. Sur ce marché en ligne où la concurrence fait rage, plus les allégations sont choquantes, mieux c'est. Bah ouais, tu vas choper l'attention quoi. Souvent, elles sont précédées d'avertissements signalant un contenu explicite. Ça donne encore plus envie de cliquer hein, quand tu vois attention, 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 ne cliquez pas, ne cliquez pas. Je crois n'avoir jamais rien vu d'aussi effrayant toute ma vie, dit par exemple Colin Brown, créateur de contenu dans une vidéo TikTok au sujet de la ferme à bébés d'Epstein, qui a été visionnée près de 10 millions de fois. 10 millions de fois. Depuis sa publication en février. Il est difficile d'évaluer les revenus engrangés par les influenceurs sur Internet grâce à la diffusion de ces rumeurs liées à Epstein. Rumeurs pourquoi? Parce que le Wall Street Journal rappelle que c'est des rumeurs pour l'instant parce qu'il n'y a aucune preuve de toutes ces histoires. De ferme à bébés, de cannibalisme. Le cabinet d'études Edison estime qu'environ 90 millions d'Américains s'intéressent au contenu dédié aux théories du complot, y compris les podcasts. Parmi les plus populaires, le podcast de Joe Rogan enregistre régulièrement des millions de vues et d'écoutes par épisode. Mais je vais faire ça moi. Je vais arrêter les infos là, sérieuses là, le debunk. Moi je vais créer un podcast comme ça. Je vais reprendre toutes les histoires qu'on n'y queue ni tête là. Je vais prendre ma voix un peu sérieuse là, tu vois. Je vais dire toutes les conneries, mais je vais les dire sérieusement. Mais ça va cartonner. Mais tout. Et ça va cartonner. Je vais juste. Je vais changer mon visage, ma voix, tu vois, parce qu'après, ça va être compliqué. Mais ça va cartonner. Je sais pas, je vais prendre un autre. Je vais changer mon nom, tu vois, je vais m'appeler, je sais pas. Tiens, on pourrait dire, je sais pas comment je pourrais m'appeler. Charlie, tiens, au pif. Charlie vous dit tout, tu vois. Ah, ça sonne bien ça. Charlie vous dit tout, Charlie dit toute la vérité, tu vois, un truc comme ça. Puis je change ma voix, change un peu mon visage, tout ça, et puis là, let's go, quoi. Là, ça va farmer des stats, là. Ça va farmer des stats, là. C'est incroyable cette histoire. Selon les données de Podscript, les spectateurs et auditeurs sont exposés à des milliers de publicités par émission au cours d'une année, notamment celles de grands annonceurs tels que Squarespace, BetterHelp and Zip Recruiter. Dans l'ensemble du secteur, les recettes publicitaires des podcasts devraient atteindre 2,6 milliards de dollars cette année. Bah oui, il y a du gâteau. Il y a du gâteau, donc il y a les gens qui ont compris qu'en racontant tout et n'importe quoi sur n'importe quoi, on peut avoir une petite part du gâteau. La mince frontière entre complot et argent a été franchie par Jones d'InfoWars dans un récent épisode sur Epstein où il est passé de l'explication des subtilités du cannibalisme infantile. On ne parle pas seulement de manger des enfants, c'est de leur sang qu'il s'agit, donc c'est un petit peu subtil, à la promotion de ses propres compléments alimentaires à base de bleu de méthylène. Alors, en gros, le mec dit manger les enfants, c'est pas très bien, je vais vous en parler. Par contre, mes compléments alimentaires à base de bleu de méthylène, ça, ils sont bien ceux-là. Waouh. Jones, pilier du monde du complotisme, s'est rendu célèbre en prétendant en 2012 que la fusillade... Ah, c'est lui, je me rappelle de lui. À l'école primaire Sandy Hook de Newton, fusillade dans une école primaire qui avait tué beaucoup d'enfants, était en fait une machination impliquant des enfants acteurs. Ben oui, c'est pas des... Eh oui, il n'y a pas eu d'enfants qui ont été tués, c'était des enfants acteurs. Hein. Affirmation pour laquelle il a été condamné à verser 1,4 milliard de dollars aux familles des victimes et un agent du FBI qui l'avait diffamé. Ah bah ouais, tu m'étonnes qu'il doit vendre des compléments alimentaires maintenant parce qu'il a 1,4 milliard de dollars à verser aux familles des victimes. Pour Joseph Usinski, qui est un chercheur qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Miami et qui étudie les théories complotistes, la frénésie actuelle n'est pas surprenante. Depuis le Moyen-Âge, au moins note-t-il, une partie de la population croit en l'existence de forces maléfiques, souvent issues de l'élite qui conspire pour commettre des crimes pédophiles. En fait, c'est une très vieille histoire. J'aime beaucoup cet article. Dans les années 80, lorsqu'il était jeune, les théories du complot sur les cultes sataniques sacrifiant des enfants ont connu leurs heures de gloire, se rappelle le chercheur. Attends, fais voir.
Excusez-moi, je suis en train de lire j'aime bien lire les messages. Plus récemment, ces mêmes théories ont refait surface avec Canon, puis le fameux Pizzagate. Pizzagate. Ainsi que de certaines interprétations plus farfelues des dossiers Epstein. Ça n'est pas une affaire de complot, mais de personnes, explique le chercheur, ce sont les mêmes personnes qui ont tendance à adhérer aux mêmes théories. Pourtant, les dossiers Epstein pourraient représenter une aubaine unique en matière de complot. D'une part, ce qui semblait autrefois invraisemblable, qu'un homme diabolique et sa petite amie issue de la haute société britannique abusaient des dizaines de filles sur une île privée digne d'un film de James Bond et fréquentaient un prince et un ancien président américain a désormais été prouvé. Donc, le truc est tellement gros que ça ressemble à un complot. Enfin, à une invention, sauf qu'en fait, le problème de l'affaire Epstein, c'est que non. Tout ça est vrai, on le sait maintenant, quoi. Et derrière, il y a un côté complotiste, parce que tous ces gens se cachaient. Et on sait que derrière Epstein, et son ancienne compagne Ghislaine Maxwell, qui est actuellement en prison, il y a d'autres gens qui aujourd'hui ne sont pas poursuivis. Aujourd'hui, Epstein est mort, suicidé en prison, voilà, et Ghislaine Maxwell est en prison. Mais derrière, on sait qu'il y a d'autres gens. Et ça, c'est ce qu'on appelle un complot. Des gens qui ont menti, des gens qui se sont cachés. Mais c'est pas parce que dire que les complots existent, ce n'est pas être complotiste. Être complotiste, c'est penser que les complots expliquent le monde et la marche du monde. C'est que les complots sont partout. Voilà. Et c'est différent. Là c'est clairement un complot. Là, c'est clairement un complot. L'histoire Epstein. Mais le fait que cette affaire soit un complot ne valide pas tous les complots. Hein, c'est aussi simple que ça. Pour prouver qu'il y a un complot, à un moment, il faut une enquête, il faut des preuves. Et donc, les partisans des théories complotistes, eux, aujourd'hui, ils vous disent quoi? Ils disent, vous voyez, on avait raison. On avait raison. Donc, on a raison sur tout. Ben non. Arrête-toi au milieu de la phrase. Salut, un Gesmer. Oui, c'est un complot. Mais ça ne valide pas tous les autres. Bien sûr. De même, il a été avancé qu'une intervention à haut niveau aurait permis à Epstein d'échapper à toute sanction pendant des années et poursuivre ses pratiques criminelles. Même les chroniqueurs grand public spécialisés dans l'affaire ne croient plus à la version officielle. Pourquoi j'ai mis des guillemets tout à l'heure? Ceux qui nous écoutent en podcast audio, vous ne les avez pas vus. Mais quand je parle du suicide d'Epstein en prison, je mets des guillemets parce qu'il y a beaucoup de gens extrêmement rigoureux, extrêmement sérieux. Le journal Le Monde l'a fait il n'y a pas très très longtemps. Voilà, qui disent, désolé, il y a trop de questions autour de la mort d'Epstein en prison pour ne pas remettre en cause l'histoire officielle. Voilà. Lisons cet extrait, ici dans l'article, qui est là. Attends, c'est là. Voilà. Même les chroniqueurs grand public spécialisés dans l'affaire comme Julie K. Brown du Miami Herald, qui est un journal de qualité, ne croient plus à la version officielle selon laquelle Epstein se serait suicidé dans sa cellule en 2019. Le monde est fou, point barre. Non. Bang Bang 16. Non. C'est pas le monde est fou, point barre, c'est dans ce monde il y a des fous, virgule, point barre, voilà. Et ces fous, c'est criminel, il faut les poursuivre et les mettre en prison. Alors je vous lis pas tout l'article, mais il est assez intéressant, c'est à lire dans l'opinion aujourd'hui. Parce que l'objectif ici, c'est de vous donner un petit peu envie de lire aussi ces journaux. Un autre exemple de ça surfe sur les thèses complotistes aux États-Unis, ça fait des vues, ça fait des sous, ça fait des dollars. Dans The Paranormal Files, Brown s'est penché récemment sur un email énigmatique qu'Epstein avait envoyé à un ami. Voilà. Ce message, non mais fou, tu m'as très bien compris. Parce que j'étais en rebond sur un message qui disait ce monde est fou. Shroud, je pense que tu m'as entendu. Brown s'est penché sur un email énigmatique qu'Epstein avait envoyé à un ami. Ce message semblait faire référence de manière misogyne à plusieurs filles au bord de sa piscine. Le gars, il écrit: certaines de ces filles sont comme des crevettes, on jette la tête, on garde le corps. Monsieur Epstein, grand féministe. Alors, quand les adeptes de la théorie du complot s'emparent de ce mail, ça donne, mais est-ce que Epstein est vraiment cet homme qui parlait de décapiter une femme et de garder le corps? Hein? Comment on passe d'un propos misogyne à mais en fait,
Quoi, le mec décapitait des femmes et gardait leur corps? Voilà. C'est interrogé Brawan dans une vidéo TikTok qui a récolté 1,6 million de vues et plus de 84 000 likes. Voilà. Puis l'animateur choqué a déclaré: cela me met très mal à l'aise. Par contre, ça ne met pas mal à l'aise ton portefeuille, mon chouchou. Voilà. Donc voilà, je trouve cet article assez intéressant de comment certains créateurs de contenu et influenceurs américains, je ne crois pas qu'on ait vraiment d'exemple en France d'ailleurs, de créateurs de contenu puissants qui surfent sur les théories complotistes. En tout cas, au States, ça existe et ça fait de la thune. Voilà, je vous lis un petit peu. Ça existe en France? Il y a des gens comme ça en France? Si? Ah bon? Il- Comment vous dites? Aberkan? C'est qui là, Aberkan? Ça existe? Ah, je ne consomme pas ça. Je ne contracte pas. Idriss Aberkan, essayiste entrepreneur français. C'est qui? Attendez, je vous lis. Est-ce que j'ai. Oh là là, ça marche, c'est incroyable. Parce que je suis pas sur mon. Je suis pas chez moi là, je suis studio de MVP. C'est qui Idriss Aberkan? 39 ans. Né à Pithiviers. Conférencier, essayiste, entrepreneur, polémiste français. Oh non, 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 non. Multipliant les interventions et entretiens à caractère polémique sur YouTube, il diffuse dans les années 2020 des thèses complotistes et de fausses informations sur la pandémie de Covid-19, devenant l'une des figures du mouvement anti-vax. Ok. Qu'est-ce qu'il raconte par exemple? Bon, je vois qu'il y a des polémiques sur son curriculum vitae. Ok, 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 très bien. Plagiat lors de la rédaction de sa thèse. Ok, ok, ok. Ouais, il y en a des infos. Covid-19. D'accord. Ah, il disait notamment sur YouTube que le chercheur français Raoult avait raison. D'accord, ok. Euh, En juin 2021, il déclare sur Twitter que la chaîne de télévision américaine Fox News avait finalement admis que l'hydroxychloroquine, la fameuse, fonctionne contre le SARS-CoV-2. Alors qu'en fait, l'extrait diffusé accordait la parole à des intervenants qui avançaient des arguments controversés mais qui ne permettaient pas de prouver l'efficacité de l'hydroxychloroquine. D'accord. Ouais, c'est surtout sur la crise sanitaire alors. Ok. Ah, il y a d'autres trucs, ouais. En septembre 2022, selon le journal Le Monde, Idriss Aberkan fait partie d'un groupe de personnalités controversées ayant relayé hors contexte les propos de l'astronaute Thomas Pesquet, propos qui a relancé les théories conspirationnistes sur le programme Apollo, vous savez, sur le fait qu'on soit jamais allé sur la Lune, sur lequel la NASA aurait monté un canular et que les humains n'auraient jamais mis les pieds sur la Lune. Pardon. Hmm. Ah, il parle de plein de choses en fait. Hein. Ok. Début 2025, il fait circuler sur Instagram le mythe selon lequel le Ku Klux Klan, le KKK, aurait été fondé par le Parti démocrate. Ah, l'Ukraine aussi. Il voit dans les manifestations en Ukraine en 2014 contre l'annexion russe de la Crimée la main de la CIA. Ouais, ok. Oh bah, ouais, c'est long comme un jour sans pain, hein, cette page. Ok, ok, bah, je ne connaissais pas. Merci beaucoup. Ok, ok, merci en tout cas. Voilà. En tout cas, moi je trouve passionnant cet article dans le Wall Street Journal. Voilà. Amis de YouTube, si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre. C'est Mathieu qui gère la chaîne YouTube qui m'a dit de faire ça. Il m'a dit n'hésitez pas à mettre des likes, des pouces. Et aussi, il y a un autre truc, c'est pas le turbo ou le. Je sais plus quoi là. On peut mettre le. Mathieu, comment on dit? Le turbo là? Faut mettre le turbo? Non, tu sais, pour. Tu m'as dit, il y a un nouveau truc là. Le boost? Ouais, c'est pareil. N'hésitez pas à mettre le boost. Pareil qu'il y a un nouveau truc, c'est le boost.
Ils savent tout, ils savent tout. Voilà. N'hésite pas à mettre le boost. Aucune idée de ce que c'est, mais apparemment c'est important. Amis de YouTube, sachez que là c'est qu'une info, mais que tous les matins on passe toute l'actualité en vue. D'ailleurs, on va passer à l'actualité en France avec ce coup de filet contre le tristement célèbre groupe criminel, la DZ Mafia. C'est parti, il nous reste une demi-heure avant le MVP. Le turbo, c'est pas un poisson, c'est aussi un poisson. Alors, de quoi s'agit-il? Si ça vous intéresse vraiment, vous avez plusieurs pages dans le Parisien là-dessus, mais je vous ai choisi une page dans Libération que je trouvais qui résumait bien l'histoire. Un coup de filet contre la DZ Mafia. On parlait du turbo, le poisson. C'est un autre type de poisson. Les gendarmes de la section de recherche de Marseille ont réalisé mardi 42 arrestations dans plusieurs départements, notamment les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse et le Gard. Voilà. L'État ne cède rien face aux organisations criminelles, il les démantèle, a applaudi mardi le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, confirmant une information dévoilée un peu plus tôt par le Parisien qui a un très bon service info, gêné, police, justice, par ailleurs. Donc ils font plusieurs pages ce matin. Ici, on est dans l'IB. 42 personnes ont été placées en garde à vue, c'est beaucoup, depuis lundi, dans le cadre de quoi? D'une opération d'envergure menée par les gendarmes de la section de recherche de Marseille. Dans leur viseur, la fameuse DZ Mafia, organisation criminelle au contour nébuleux, mais dont le nom plane ces dernières années sur nombre d'affaires en lien avec le trafic de drogue, son emprise dépassant largement les frontières de Marseille. Le coup de filet, nom de code Octopus. On a l'impression qu'on est dans le taxi, le film. Nom de code de l'opération Octopus. Vous avez la ref? Qui m'écrit de bon matin là? Personne. Avait été préparé depuis plusieurs mois, dans la plus grande discrétion. Sur commission rogatoire de 2 juges d'instruction de la juridiction, les gendarmes ont étendu leur opération sur plusieurs départements, les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse, le Gard. Vous avez la ref. 2 suspects ont également été extraits de leur cellule. Selon une de ses sources, Amine O, Gabriel O et Madi Z, considérés comme peut-être les fondateurs de la DZ Mafia, soupçonnés de piloter leurs activités criminelles depuis leur lieu de détention, et eux aussi ont été extraits de leur cellule pour être interrogés. Un avocat lyonnais a également été placé en garde à vue, soupçonné d'avoir été corrompu par la DZ Mafia et de favoriser les activités de certains de ses cadres en prison. J'ai lu un papier sur cet avocat ces dernières heures qui est assez intéressant. Toujours selon cette source, ce pénaliste qui assure la défense de plusieurs narcotrafiquants avait été mis en cause par la presse en décembre comme ayant tenté d'introduire des objets interdits en détention dans une des prisons de haute sécurité dans lesquelles ont été regroupés les criminels considérés comme les plus dangereux. L'avocat avait démenti. Si l'opération menée en ce début de semaine est l'une des plus importantes contre la DZ Mafia, l'organisation avait déjà été ciblée par le passé par de vastes coups de filet, comme fin 2024, c'est pas la première opération contre la DZ Mafia, où une quarantaine de ses membres supposés avaient été interpellés. Au total, selon un spécialiste cité par l'AFP, ce sont près de 800 personnes liées à l'organisation criminelle qui ont été arrêtées depuis 2023. Cette année-là, son nom émerge dans le conflit sanglant qui l'oppose au clan Yoda. Yoda pour le contrôle de juteux plans stupes de la cité de la Paternelle dans le 14e arrondissement de Marseille, causant la mort d'une cinquantaine de personnes. Depuis son emprise s'étend bien au-delà de la ville, à Nîmes, donc bien au-delà de Marseille. Nîmes, Alès, Clermont-Ferrand, Rennes. Hein, j'ai vu passer des papiers il y a quelques semaines effectivement sur le fait que on sait qu'il y a des représentants de la DZ Mafia autour du trafic de drogue dans une ville comme Rennes. Une exportation de la criminalité marseillaise. Des affaires d'homicide, de tentatives d'homicide, de raquettes, d'intimidation. La directrice de la prison des Baumettes a été menacée de mort au printemps 2025. Une diversification révélatrice de l'extension du domaine d'activité de ce label, pointé l'an dernier le procureur de la République de Marseille. Incroyable. Merde. Hop, je suis sorti. De fait, nombre de mises en cause dans des enquêtes se réclament de l'organisation comme cet adolescent interpellé. Ah, c'est une histoire monstrueuse.
pour le meurtre d'un chauffeur VTC à Marseille, condamné en février à 17 ans de prison. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Un tueur à gages, un jeune tueur à gages, un ado, embauché par la DZ Mafia, pour tuer, pour assassiner un gars d'un groupe criminel concurrent, ennemi. Et le mec n'a pas réussi à tuer la cible, mais par contre a shooté. Tu connaissais pas cette histoire MMG? Ah, l'histoire est monstrueuse. A shooté le chauffeur Uber à qui il avait demandé il avait commandé une course pour l'emmener sur les lieux de l'assassinat. Oh, MMG, cette histoire elle est folle. Un chauffeur Uber, père de famille, hein, et le gamin était derrière, et pour des raisons l'enquête est bah non, il a été condamné d'ailleurs. Il a pris 17 ans de prison, et en fait il a shooté le chauffeur Uber. Voilà. Incroyable. Comment peut-il avoir été condamné à de la prison alors qu'il est ado? Bah parce que c'est possible. 17 ans. Ouais. Faut pas croire ce que disent certains politiques qui vous désinforment pour obtenir vos voix. Hein. C'est pas parce que t'es mineur que tu peux pas être condamné à de la prison. 17 ans de prison. Voilà. Lui, bah, il a dit avoir agi pour la DZ Mafia. Selon les experts, ce clan, la DZ Mafia, n'a de mafia que le nom et fonctionne non pas comme une société secrète pyramidale. Et Loïc dit, et il sort dans 3 ans? Oui, c'est ce que nous disent aussi ces mêmes politiques. Ouais. Tout à fait, merci beaucoup. Ah, c'est bien, comme quoi ça fonctionne bien, hein, les éléments de langage que les politiques disent en plateau télé. Hein. Après, les gens les ressortent dans le chat. Ce clan n'a de mafia que le nom et fonctionne non pas comme une société secrète pyramidale, mais comme une structure opportuniste avec des annonces de recrutement sur les réseaux sociaux qui vont du simple guetteur sur un point de deal à la recherche de tueurs à gages, comme là. Ce n'est pas une organisation avec un chef ou une hiérarchie claire, mais c'est un groupe de personnes qui s'agrègent avec des gens en prison et à l'extérieur, explique une source policière. Pour l'heure, le parquet de Marseille s'est borné à confirmer effectivement l'interpellation de 42 personnes, renvoyant une conférence de presse prévue samedi. On en saura plus samedi, à l'issue des gardes à vue de 96 heures, pour plus de précisions, notamment sur les infractions reprochées à ces personnes. Selon le Parisien, elles vont de la participation à une association de malfaiteurs au blanchiment aggravé, en passant par la direction d'un groupement criminel ayant pour activité le trafic de drogue, infraction déjà utilisée par le passé pour des narcotrafiquants du haut du spectre, punissable de la réclusion criminelle à perpétuité. Loïc, les multirécidivistes en liberté, c'est pas un élément de langage. Loïc, tu me parlais de la libération dans 3 ans d'une personne qui vient d'être condamnée à 17 ans de prison. Donc, tu rebondis, mais en changeant de tes infos. Voilà. Voilà. Si tu veux me documenter dans le chat une affaire où quelqu'un qui a été condamné à 17 ans de prison pour meurtre est sorti au bout de 3 ans, je prends. N'hésite pas. Samuel, la DZ Mafia est remontée plus haut que Rennes, même à Brest, il y en a quelques-uns qui commencent à s'installer pour récupérer le marché de stupes. C'est monstrueux. Notre pays n'a pas pris la mesure de la menace que fait peser le trafic de drogue en France, notamment sur la sécurité. Voilà. Je pense qu'il voulait dire 3 ans en mode il va jamais purger 17 ans mais bien moins. Alors dans ce cas-là, il faut le dire, faut pas le penser, il faut l'écrire. C'est comme ça que commence la désinformation. Si vous pensez quelque chose, ne dites pas autre chose. Sinon, on va comprendre autre chose. Loupanti, pour taffer dans un tribunal, je peux assurer que cela n'arrive pas. Je sais Loupanti. Mais c'est pas moi qu'il faut convaincre. Batman me dit Brest, Rennes, Nantes, il y a des Marseillais qui déménagent en Bretagne pour exporter le trafic, c'est une vraie entreprise. La Mocro-Mafia, me dit Nix, en Belgique et aux Pays-Bas est un fléau aussi, il faut vraiment nettoyer ces trafiquants. Ça c'est un vrai sujet, on n'en parle pas assez. Ça va les amis? C'est vraiment un sujet.
Incroyable. Ok. Combien de temps il reste? Ça va, il nous reste 18 minutes. 18 minutes avant le MVP, c'est 2 fois par mois, pour parler, alors, du coup, d'une info un peu plus légère, un peu plus positive, d'une réussite dont on pourrait dire que c'est une réussite française, puisque le monsieur qui est derrière tout ça est français, il s'appelle Yann Lequin, qui est un chercheur qui a longtemps travaillé pour Meta aux États-Unis, qui est un grand des spécialistes de l'IA, et qui vient de créer sa société, et c'est un peu une dinguerie ce qui se passe. C'est la une de l'opinion, mais vous avez aussi des articles dans les Échos, dans le Figaro ce matin, il y en a un petit peu partout. Yann Le Goat me dit à Thierry dans le chat, comment vas-tu? Les amis, c'est time to shine. Notre amie Clotilde, l'immense maquilleuse de MVP, est avec nous. Clotilde, comment ça va? Ça va très bien et toi? Mais c'est très bien. Elle vient me donner aspect, aspect séduisant, comme un bonbon, quoi. Voilà. Je bouge plus, Clotilde. Merci. Voilà. C'est la main, oui. c'est c'est la main de Clotilde. Ouais. Donc ça veut dire qu'on rapproche de l'horaire de l'émission. Donc, je vous raconte un petit peu cette histoire qui est incroyable. 10 minutes, est-ce que 10 minutes vont suffire pour repeindre tout ça, Clotilde? Clotilde me dit oui. Tout le monde te dit bonjour. Bonjour et merci Clotilde pour ton travail. Bonjour Clotilde. Euh, bonjour la magicienne. Bonjour la magicienne. Bonjour la magicienne. Alors, lisons cet article dans l'opinion. Euh, c'est quoi cette histoire de Yann Lequin, le chercheur qui enflamme la France avec Amy Labs? Je prononce à l'américaine, je pense, parce que Labs. Voilà. Est-ce que c'est Amy Labs? C'est un français. Ou est-ce que c'est Amy Labs? Peut-être que vous avez peut-être l'info, quoi. Coup d'essai, coup de maître, en tout cas l'histoire est incroyable. Pour son premier tour de table, Amy Labs, la start-up d'intelligence artificielle cofondée par Yann Lequin, ancien de Meta, à la française, MMG, Ami, sûr. T'as une source? T'as une source? Tu l'as entendu lui dire ça ou pas? Toujours important de savoir d'où vient l'info. Source, source, source quoi? Clotilde, question de diesel, tu utilises quelle marque de plâtre pour ton travail? Là, c'est Horace. Horace, marque Horace. Voilà. Ok. Alors MMG, t'allais vérifier la source. Ok. D'essai, coup de maître. Pour son premier tour de table, on va dire Ami Labs. La startup d'intelligence artificielle confondée par Yann Lequin annonce avoir levé l'équivalent de 1,03 milliard de dollars. Vous vous rendez compte? C'est du crépi monocouche, ça va plus vite. 890 millions d'euros. Le gars vient à peine de créer sa société. Je crois qu'il a littéralement embauché personne. Voilà. Il a fait un premier tour de table à plus d'1 milliard de dollars, plus de 890 millions d'euros. Voilà. Et attirer le gratin de l'industrie et de la finance mondiale, Toyota, Nvidia, Samsung, Aglaé Venture, c'est la famille Arnaud, Artemis, famille Pinault, The Box Venture, Siema CGM, le groupe industriel Marcel Dassault, la famille Muliez, Xavier Niel, voilà, Samuel Etienne, voilà, qui a détourné des centaines de milliers d'euros d'argent public. Source, t'inquiète frère, j'ai inventé le chiffre, mais peu importe. Une opération XXL pilotée depuis Paris qui positionne la France au cœur de la prochaine révolution de l'intelligence artificielle, applaudit BPI France. Tous croient à la révolution de l'IA vantée par l'entreprise. D'entrée de jeu, l'info sur Samuel Etienne qui met au capital de la société, je l'ai inventé. Hein. Mais bon, puisque c'est autorisé maintenant, les gens qui inventent des trucs. D'entrée de jeu, Ami Labs va valoriser 3,5 milliards. L'entreprise existe à peine. Elle est valorisée 3,5 milliards de dollars. Entre dans la cour des licornes et compte recruter rapidement 20 à 30 personnes. Oui, c'est ça, le recrutement a quasiment pas commencé. La boîte, elle a 0 salarié, elle vaut 3,5 milliards. Le mec, c'est un champion. Enfin, il faut dire que le mec est un espèce de visionnaire de fou, quoi. Voilà. Explique donc Yann Lequin à l'AFP, qui est un breton. Hein. Donc, si vous voulez, pourquoi ce mec est incroyable et pourquoi il a réussi à, comment dire, à être financé à ce niveau, c'est notamment parce que il est breton. Il incarne la nouvelle génération de l'IA, commente Franck Sebag, associé. EY, c'est quoi? C'est un cabinet de consulting, ça, non?
Les modèles apprenants sont nourris par la réalité qui les entoure, les sons, les images. C'est un changement de paradigme et de la proposition de valeur. Alors moi, des articles sur ce monsieur, j'en ai lu plein. Et en fait, lui, il dit que l'IA, comment on dit, basée sur les modèles de langage, là, en fait, c'est pas la bonne direction. C'est un peu de la flemme parce qu'en fait, il y en a un qui est parti dans cette voie-là et que tout le monde. Ah, c'est ça, Ernst Young, c'est un cabinet de consultants, c'est ça. Et en fait, lui, il dit non, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. Et lui, il veut développer des modèles apprenants nourris de la réalité qui les entoure. Voilà. Les sons, les images. Voilà. Donc, c'est pas qu'une boîte d'IA, c'est une boîte avec un modèle d'apprentissage de cette IA révolutionnaire. La startup développe en effet des systèmes d'IA capables de comprendre le monde physique, capables de comprendre le monde physique à la manière des humains et des animaux, en s'appuyant sur des vidéos, des environnements 3D, des données spatiales, plutôt que sur du texte. Plutôt que sur du texte. Voilà. Hein. Exactement, MMG, c'est alors que les autres modèles d'IA sont sur la base du LLM, Large Language Model. D'ici 3 ou 5 ans, Amilabs prévoit de développer des systèmes intelligents quasi universels pouvant être utilisés pour presque toutes les tâches nécessitant des machines intelligentes comme la conduite autonome ou la robotique. C'est une vraie révolution. Yann Lequin, MVP est en train de se préparer à tout. Hein. Yann Lequin ouvre une nouvelle ère pour l'intelligence artificielle. C'est la France des chercheurs, des bâtisseurs, des audacieux. Bravo, a salué le président Macron sur X. Voilà. Et on peut lire l'édito, il me reste quelques minutes. Ah, on va se mettre un peu de son. Tiens, merci. Ça. Et Clotilde, elle n'a pas terminé parce qu'il reste une couche de. Il y a un BA13. On n'a pas mis le BA13 encore. C'est à toi. Je vous lis en même temps. Hein. Son livre est très bien, me dit Troffel. L'exploration par la physicalité, c'est vachement intéressant. Et la spécialité, me dit Leader Mew, la base de l'apprentissage humain. Ouais, je vous lis. Hein. Yann Lequin dans MVP, ah, serait incroyable. Alors il y a Chaoko qui dit, merci à toi. Chaoko qui dit, après il faut dire un truc, c'est que Yann Lequin n'a pas réussi à faire ça chez Meta, du coup c'est pas sûr qu'il réussisse en solo. Voilà, j'ai mis l'oreillette. Voilà. Sam pour la régie, j'ai mis l'oreillette. Voilà. Et donc vous avez un édito signé Rémi Godot dans l'opinion. Réveillez-vous, Yann Lequin change la donne française. Lisons cet article. Et si plutôt qu'un De Gaulle, il nous faudrait un Yann Lequin pour sauver la France du déclin. Le chercheur franco-américain a secoué la tech européenne avec l'annonce de la plus importante opération d'amorçage, dans tour de table quoi, d'1 milliard de dollars jamais réalisé en Europe, sur le vieux continent. À peine créé sa start-up Advanced Machine Intelligence. Ah donc c'est Amy alors. C'est américain. Alors, je veux bien qu'on le dise à la française, mais en fait l'acronyme c'est Advanced Machine Intelligence. Bon après on peut dire AMI si on veut. Et valorisé 3,5 milliards de dollars. Hein. Profitons de ce moment rare avant qu'une... Quoi? Qu'est-ce que dit l'opinion? Profitons de ce moment rare avant qu'une commission parlementaire ne vienne pleurnicher sur la réalité de son siège social. À Paris, le siège social de cette boîte, mais aussi avec des bureaux à New York ou Singapour. Alors, pour ceux qui n'ont pas la ref, dans la fameuse commission de l'Assemblée nationale sur le sujet public, il y a eu une passe d'armes entre le président de la commission et le rapporteur de cette commission, Charles-Henri Aloncle, monsieur Aloncle, affirmant que le Media One n'était pas une société française, parce qu'elle avait notamment des actionnaires étrangers. Donc l'opinion nous balance, journal libéral proche des entreprises, un petit scud sur monsieur Aloncle, et ça donne ce petit passage. Profitons de ce moment rare avant qu'une commission parlementaire ne vienne pleurnicher sur la réalité de son siège social. Voilà. Il est partout, monsieur Aloncle. Hein. Même quand il n'est pas cité. Hein. Sur la sincérité de sa nationalité française alors que le capital est réparti du coup entre Américains, Européens et Asiatiques. Après Mistral AI, Ami envoie un message revigorant contre le défaitisme ambiant. Intéressant. Hein. Voilà. Voilà les amis, cette petite revue de presse. Voilà. Regardez la différence. Regardez ce que Clotilde a fait. Regardez avant, après. Vous avez vu ou pas? Vous voyez la différence quand même là.
Hein? C'est incroyable. Attends, hop. Je copie le sommaire pour l'envoyer à Vincent. Ah, j'ai pas de mail, zut. Comment je fais? WhatsApp, ce serait bien, mais WhatsApp web, bougez pas. On voit toujours les rythmes? Non. Clotilde Lagotte, oui. 5 ans de moins, t'es tout bronzé, mais t'as 20 ans finalement. Sans te mettre le pinceau dans l'œil en plus, très fort Clotilde. Je préférais. C'est impressionnant. J'ai remis mes lunettes de soleil, ils disent. Tu es si jeune pour avoir 3 enfants. Oh, tu sais que je viens. Tu sais? Attends, il est né le 3, donc il a 8 jours. Il mange comme 4. Ah oui, avec plaisir. À ce niveau, c'est un Picasso. Bravo Clotilde. Merci Clotilde. Clotilde Lagotte. Tu veux faire un petit coucou Clotilde ou ça? Non? La prochaine fois. Clotilde viendra vous faire un petit coucou la prochaine fois. Ok? Je suis en train d'ouvrir mon WhatsApp web en vous cachant mes messages. Si ça se trouve, j'ai des messages qui viennent de l'Assemblée. Parce que je vais copier-coller le sommaire et l'envoyer à Vincent, qui gère le podcast. Voilà. Et je vais aussi envoyer à Mathieu, qui gère la chaîne YouTube. Voilà, puisqu'il est 53 et on touche doucement à la fin de cette revue de presse. Pas de ce stream, hein. Parce que les choses sérieuses commencent dans un instant. MVP, mesdames et messieurs. MVP, ma vie pro. L'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. T'es au collège? On est mercredi, il y a des jeunes, il y a des enfants. T'es au lycée? T'es étudiant, tu réfléchis à ce que tu voudrais faire plus tard, ou tu travailles déjà, t'es comme moi, t'es déjà âgé. Oh mon Ludo, je vais te laisser lâcher. Oh, tu vas bien? Tu sais, venez les zouzous. Ouais. Allez les beaux gosses. Allez les beaux gosses. Tu sais quand j'ai annoncé ta venue hier, Oui. j'ai engueulé ma commu, puis c'est ah ouais, ouais le beau gosse, ah il est incroyable et Bien tout. sûr, le plus drôle, ils ont dit drôle aussi, je pense. Ah non, c'était toi, pardon. Ah non, excuse-moi. Non. Ah non, vous êtes interverti. Ah non, excuse-moi, c'était toi. Pardon, Ludo. Oui, et j'ai fait une petite crise de jalousie. Pourquoi ça? Bah parce que c'était en mode oui, il est formidable, explore. Oh, il y a tout le monde. Et oui, il est formidable, c'est un explorateur et tout. J'ai dit oui, comment ça et tout. Oui, puis en plus il est sympa et tout. J'ai failli annuler ta venue. Vous allez bien? Oui, toi. Ça va très bien et toi? Installez-vous. Ludo, pardon, c'était. Tu- Félicitations, en fait, je t'ai pas félicité. Ah oui, Oui, nous aussi on a vu. Félicitations. je suis trop content. Il va falloir arrêter. Attendez, je vous montre une photo. Il va falloir que t'arrêtes. Je vous montre une photo parce que Le privilège. eux, ils l'ont pas vu parce que on montre pas les enfants. On montre pas les enfants. Mais vous pouvez parce que vous n'êtes pas les réseaux, vous. Ah, attendez, je sais trouver les. Alors ça, c'est le faire part officiel. Attends. Oh, regarde, Mais qu'est-ce que c'est mignon. regarde. C'est tout Oh toi. là là. C'est tout. Mais Alors tout, ouais, mais c'est tout en le monde fait, me dit ça. c'est tout Mais je te jure. Pour le chat, j'explique, c'est la tête de Samuel. Mais Mais en voilà. plus petit. Et regarde, C'est horrible. regarde. Un enfant comme T'as vu comment il se porte bien? T'as vu? Regarde, attends. Ça, c'est avec un de ses grands frères, qui est trop câlin. Mais t'en as combien là? Ah bah j'en ai 12 maintenant. Non, j'en ai 3. Ouais, j'en ai 3. Que des mecs. Oh, tant qu'on n'est pas à 5, je continue. 5 stack. Merci les amis, installez-vous bien. Ludo, dans un instant, est-ce que je pourrais te laisser la chaîne? Je te laisse ici le temps que j'aille faire. Je te laisse la chaîne. Dans 30 secondes. Comme ça, moi, je vais faire pipi. Parce que c'est important de faire pipi aussi. Voilà. Donc attendez, je vais envoyer à Vincent. Je vais envoyer à Vincent les titres de la revue de presse. Comme ça, Sugar n'aura pas à le faire. Ciao. Hello Vincent, 56. Hello Vincent. Oh, elle va être bien l'émission. On a une super équipe. Voici pour ce mercredi matin. Mercredi matin. Parce que c'est pas mon clavier. Je tape un peu n'importe quoi. Voilà. Comme ça, Vincent, il aura tout. CTRL V. Incroyable. Ok. Ah. Et puis je vais faire la même chose pour Mathieu qui sait qu'il a un shout-out sur l'histoire d'Epstein aux États-Unis et les théories du complot, les influenceurs qui s'en mettent plein les fouilles sur le sujet. Mathieu, voilà, tac. Et hop. Et j'écris littéralement et hop. Mathieu, j'écris et hop. Paf, 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 paf. Incroyable.
Ouais, voilà. Et je ferme WhatsApp. Mathieu et Vincent, tout est au courant. Bon voilà les amis, donc MVP incroyable dans un instant, et je disais, ça peut être pour les jeunes, ça peut être aussi pour ceux qui travaillent déjà comme moi, qui ont envie de se réinventer, on a le droit de se réinventer, de changer de secteur, d'entreprise, voilà, on parle de tout ça. C'est 2 mercredis par mois, l'émission existe depuis 1 an et demi, et on en est très très fiers, parce que c'est une très 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 belle émission. Et puis là, vu l'actualité, je trouve que c'est pas choquant de faire une spéciale aujourd'hui MVP, spéciale métier de l'armée de l'air et de l'espace, parce qu'on parle beaucoup de l'armée française en ce moment dans l'actualité. Eh bien, on va faire un coup de projecteur sur les métiers, parce que une armée comme l'armée de l'air n'a pas besoin que de militaires, que de soldats. Et il y a plein de métiers, voilà, de la restauration, en passant par les RH, etc. Donc on va faire un coup de projecteur sur un spectre assez large. De tous ces métiers. Ça démarre dans un instant, de 10h à midi. Et puis à midi, vous avez ce qu'on appelle l'invité MVP, qui est un peu notre grand invité, où pendant 1 heure, eh bien, on va revenir sur le parcours de notre invité. Il y a 15 jours, c'était Jérémy Ferrari, l'humoriste et réalisateur. Et là, c'est Charlie Haid. Alors moi, Charlie Haid, je le connais bien parce que j'ai fait un truc avec lui il y a quelques mois. C'est un mentaliste. Voilà. Comment devient-on mentaliste, c'est des spectacles il fait des spectacles, il écrit des livres. C'est quoi un mentaliste? Comment on devient mentaliste? Comment, enfant, on se dit, tiens, plus tard, je serai mentaliste. Voilà. Et donc, Charlie Haid, il est encore jeune. Je dirais qu'il a une trentaine d'années, max. Mais voilà, il a déjà fait pas mal de choses. Et c'est notamment quelqu'un, comme pas mal de nos invités d'ailleurs, qui à un moment a commencé les études, puis a dit, c'est pas ça que je veux faire, moi. Je crois qu'il avait fait une école d'ingé, début d'une école d'ingé, on lui demandera. Et puis à un moment, il a dit, c'est pas ça que je veux faire, moi je veux être mentaliste. Voilà, donc on parlera de tout ça avec lui à 12h. Voilà. On se retrouve. Est-ce qu'on se retrouve ce soir après en live? Je verrai, parce que j'ai pas mal de taf. Il y a un monde où je vous fais en fin d'après-midi ou en début de soirée un live uniquement consacré à ce qui s'est passé hier en fin de matinée, Étienne, de revue de presse. Parce qu'il s'est passé... Sugar, il rigole. Parce qu'il s'est passé un truc exceptionnel. Il s'est passé un gros truc, voilà, que vous n'avez pas vu, que personne n'a vraiment vu, mais je vais vous en faire un truc. On démarre bientôt? Hein? Ah non, mais j'ai fait un truc incroyable. On démarre bientôt? Ludo, je te laisse la place? Voilà. Comme ça, je te donne ma chaîne, mais je la reprends après. Je la reprends après. Tiens, je vous laisse avec Ludovic B, qui est comment dire, c'est un pilier. C'est le pilier de cette émission. Il est là, qu'il vente, qu'il pleuve. Voilà. Merci. Quelle douce. Il est aussi sympa, vous pouvez lui poser des questions sur la famille et la paternité parce que c'est un spécialiste. Tout à fait, mon Ludo. Merci. Tiens, ça je viendrai le chercher tout à l'heure. Bonjour à tous. Peut-être caca, n'hésitez pas à couper le son, la régie. Ah oui, parce qu'il a un micro, effectivement, on va l'entendre aux toilettes. Alors, première chose à faire ici, c'est le rib sur lequel tombent les subs. Hop, on va le changer par le mien. Voilà, ça c'est fait. Alors, comment ça va, vous? Bon, voilà, une super émission, encore une fois. Ah, j'aime bien tes vidéos sur la télé d'ailleurs. Merci beaucoup, ça reviendra. Faut que je bosse là-dessus, évidemment. Oh là là, c'est pas du tout pratique son micro là, de capitaine de bord là. Il est en avion là à chaque fois là. Oh. Ah. Écoutez, de toute façon, comment il va le Ludo ce matin? Mais Ludo, je suis toujours en forme, moi, évidemment. Vous le savez. Vous le savez, tu confonds avec France Télé. Oui, c'est vrai, pour l'instant, c'est le RIP de France Télé qui est dans la chaîne de Samuel. Donc voilà, je pense que je préfère mettre le mien, évidemment. Évidemment, c'est mieux. C'est affreux ce micro qui est là. Vraiment horrible. Tu vas refaire des live Twitch? Non, en vrai, je ne referai pas des live Twitch. Oh là là, ça parle des LQC et de films. Il y en a qui me connaissent depuis très très longtemps, je vois, évidemment. Non, je vais pas faire de live Twitch. Pour moi, Twitch, ça prend trop de temps. Je sais pas comment il fait en vrai, Samuel, pour arriver à gérer à la fois sa vie perso, autant de live Twitch qu'il fait. C'est une folie. Donc moi, je ne peux pas. J'ai une famille, j'ai une chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est ma famille. Donc non, ça demande beaucoup trop de temps. Voilà, je préfère. Il dort pas, mais complètement, il dort pas. En plus là, il est papa. Je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait. Il est beau, hein. C'est Ludo. Magnifique. Incroyable. Il y a un moment, il va falloir que j'aille là-bas, surtout. Hein. Tu sais, on a une émission quand même, hein, préparée. Oui, c'était un pipi. Du coup, vu le temps, je confirme, c'était un pipi. On est passé pas loin du caca, mais finalement non. Ou imperfect. Ah, tout à fait. Ou imperfect.
évidemment. Je cherche un petit peu. Lance Valo. Ouais, mais si je lance Valo, je vais le faire monter platine direct. Ce serait dommage, quoi. Ce serait dommage. En une partie, quoi. Vraiment. Écoute, on est prêt. Ludo, tu lances le Allez. décompte.